Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Quoi de neuf chercheur. On le dit vert, gris, blanc ou même orange, l'hydrogène nous en fait voir de toutes les couleurs. Aujourd'hui, tentons d'en démêler les pinceaux avec l'aide d'un géochimiste, Éric Gaucher, de l'université de Berne. L'hydrogène s'impose en effet peu à peu comme un incontournable en fait du mix énergétique futur. On peut s'en servir comme carburant ou comme stockage électrique. Mais à l'heure actuelle, il faut le produire avec de l'électricité, et ça entraîne forcément une perte non négligeable d'énergie. Dès lors, pourquoi ne pas se focaliser sur l'hydrogène naturellement présent dans le sous-sol de la Terre ? C'est le pari lancé depuis la découverte de nouveaux gisements, notamment au Mali, et on va en discuter après avec Éric Gaucher, mais reste à savoir en quelle proportion et avec quelle méthode d'extraction. On va écouter avec monsieur Gaucher, que je laisse donc se présenter. Voilà, donc je suis Éric Gaucher, je suis un chercheur qui travaille donc sur la géochimie en général. Et donc j'ai trouvé de l'hydrogène lors du travail que je faisais pour Total, mais j'ai quitté Total là depuis 2 ans et je travaille à l'université de Berne. Et j'ai également monté une petite start-up pour faire du consulting sur ce sujet de l'hydrogène naturel, parce que c'est un sujet qui est en pleine croissance, où il y a beaucoup de demandes de conseils, et puis des conseils pour faire une exploration qui, on l'espère, donnera des résultats positifs, un succès avec cette nouvelle énergie. Avec un très beau fond d'écran donc du Kilimanjaro, c'était ça je crois pour... Oui, c'était ça. J'ai fait cette montagne il y a quelques mois là, et donc je trouve cette photo sympa. Alors, avant de commencer, on va peut-être faire les bases, surtout que là, il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas exactement ce que c'est. Parce que l'hydrogène, on sait, je pense que beaucoup de gens savent que c'est un gaz, mais voilà, pourquoi est-ce que c'est intéressant finalement, comparé par exemple au pétrole et au gaz ? Comment est-ce que vous pourriez définir ça ? Alors l'hydrogène, c'est donc la molécule gazeuse H2, donc c'est sous forme d'un gaz. C'est un gaz très énergétique puisque on a dans l'hydrogène, pour 1 kg d'hydrogène, on a 2,2 fois plus d'énergie que le méthane, 2,7 fois plus d'énergie que de l'essence et 3 fois plus d'énergie que dans du pétrole brut. Donc on a une molécule extrêmement énergétique et donc pour un volume équivalent ou une masse équivalente. Et donc l'idée, c'est que lorsqu'on brûle de l'hydrogène avec l'oxygène de l'air, on produit de l'eau. Donc il n'y a pas de CO2, il n'y a pas d'émission de gaz à effet de serre, on a une énergie parfaitement propre. Alors on peut utiliser l'hydrogène sous 2 formes, dans un moteur thermique, en le brûlant, ou en le faisant réagir dans une pile à combustible. Et de la même manière, là, on va produire dans la pile de combustible, on va produire de l'électricité. D'accord. Et donc, on peut utiliser 2 types de moteurs, des moteurs électriques avec l'hydrogène et des moteurs thermiques. Oui. Donc ça, c'est plus pour le côté, on peut s'en servir aussi dans les transports. Pour la mobilité. Et voilà. Et il y avait aussi un autre intérêt qui était de faire de l'hydrogène en tant que stockage. Donc c'est-à-dire on conçoit de l'électricité, on utilise l'électricité pour faire de l'hydrogène, et après on peut peut-être le renvoyer dans un circuit. Et c'est une manière d'utiliser par exemple des éoliennes qui seraient vraiment à plein régime. Alors voilà, ça c'est ce qu'on appelle l'hydrogène vert, qui est produit à partir d'électrolyse de l'eau, à partir d'électricité, d'énergie renouvelable, qui peuvent être essentiellement le solaire ou l'éolien. Actuellement, ce que j'avais vu, c'est que quand on parle d'hydrogène, c'est 95% de l'hydrogène qui est conçu comme ça, en fait, de façon artificielle. C'est pas justement l'hydrogène naturel, c'est différent de ça. Là, c'est tout l'hydrogène qu'on parle dans les médias en général, c'est celui qui est conçu par électricité ou par du fossile. Non, aujourd'hui, il est essentiellement produit par réformage du méthane, c'est-à-dire que on utilise des hydrocarbures dans des raffineries. J'ai vu à moitié gaz, oui. Voilà, et on produit ce qu'on appelle l'hydrogène gris ou noir ou brun, c'est-à-dire qu'on va utiliser la matière organique, du méthane, du pétrole ou du charbon pour faire de l'hydrogène. Ouais. Mais cette formation d'hydrogène aujourd'hui produit beaucoup de CO2. Donc, donc c'est idiot d'avoir si aujourd'hui on a une voiture à hydrogène, d'une manière générale, elle utilise un hydrogène qui a été produit à partir d'une raffinerie qui a produit du CO2. Donc on peut toujours dire qu'on a une voiture propre, mais l'hydrogène qu'on met dedans n'est pas propre. Il contribue au bilan carbone de l'effet de serre. Et donc l'enjeu, c'est d'arriver à passer d'une économie de l'hydrogène qui est basée sur les hydrocarbures à une économie qui serait soit sur le renouvelable, soit, c'est ce que je propose, sur la découverte de gisements d'hydrogène naturel, où c'est notre planète, la Terre, qui se charge de faire en fait la production d'hydrogène.
Donc c'est ça tout l'enjeu actuel, donc j'avais résumé rapidement, mais effectivement que de trouver de l'hydrogène qui soit vraiment dans le sous-sol et par rapport aux autres. Peut-être que je vais montrer alors rapidement, donc on en avait parlé tout à l'heure entre nous, l'image alors des différents types d'hydrogène, ça pourrait être aussi parlant de le remontrer un peu devant les gens. Donc ça c'est votre étude, c'est avec celle-là aussi que vous passez dans les médias en ce moment, qui était donc une étude qui a été publiée, donc j'ai vu qu'elle a été reçue en tout cas le 25 décembre 2021, donc ça date un peu, on va dire le moment où elle a été faite, mais acceptée seulement le 31 août. Ça je me demandais aussi pourquoi ça avait mis un peu de temps avant d'être accepté. C'est le processus naturel de donc, Science, oui, donc ça c'est un processus, ouais. Nature c'est une revue qui est assez sélective. Donc lorsque Florian Osselin, mon collègue qui était mon ancien postdoc, a eu donc l'idée qu'on pouvait, en fait il avait fait un travail autour du concept d'hydrogène naturel, qu'on va appeler hydrogène blanc d'abord, et puis comment on pouvait aussi, dans les mêmes roches qui produisent de l'hydrogène, stocker du CO2, et ce qui fait qu'on a appelé ça l'hydrogène orange. On verra ça un petit peu plus loin. Non, je vais montrer tout de suite. On peut. Alors l'idée, pourquoi est-ce que ça prend autant de temps, c'est que Nature Geoscience, c'est une des meilleures revues scientifiques du monde, et les relecteurs ne vous pardonne aucune petite erreur. Donc, il y a un certain nombre de relectures. Ce qui est normal. Voilà, donc c'est un travail extrêmement exigeant d'arriver à publier dans une revue comme celle-ci. Et donc voilà. Donc voilà, sur cette figure, on a l'hydrogène, le black gray, donc le noir et le gris, qui est produit à partir de charbon, d'huile, et on a donc besoin d'une raffinerie. C'est comme ça qu'on fait aujourd'hui pour faire de l'hydrogène utilisé dans l'industrie essentiellement. Donc c'est ce qu'on voit là, là en gros on a du pétrole, voilà, du charbon, etc., qui est mis dans une raffinerie, et là on crée donc de l'hydrogène. Donc ça c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de l'hydrogène, mais qui est en tout cas qui a pollué sur le trajet. Exactement. Enfin, qui aujourd'hui on relâche le CO2 dans l'atmosphère. Alors il y a des projets qu'on appelle le blue hydrogène. C'est donc l'hydrogène bleu, c'est pour en fait récupérer le CO2 en sortie des tuyaux de la raffinerie. Et le stocker soit dans des aquifères salés profonds. C'est ça qu'on voit là ici. Exactement. Soit le stocker directement dans le gisement pétrolier. C'est-à-dire qu'un gisement pétrolier, en fait, à mesure qu'on pompe le pétrole ou le gaz, il y a de la place. Et donc, on peut, sur les bordures du gisement, injecter du CO2. Ça va permettre de pousser les hydrocarbures. Et donc, on va améliorer la productivité du champ pétrolier tout en stockant le CO2. Et donc, le CO2 va rester piégé dans le sous-sol. C'est ça l'hydrogène bleu. Donc, il y a des projets autour d'hydrogène bleu qui existent. Donc, ça permet de pas remettre, en tout cas, de pas éjecter du CO2 dans l'atmosphère, mais on perd quand même de l'énergie à le consommer. Alors voilà, donc il y a, en fait, ça double l'énergie qui a été nécessaire pour produire l'hydrogène. On va avoir besoin... Oui, parce qu'il faut de l'énergie pour le mettre dans le sol. Et voilà, parce qu'il faut pousser le gaz dans le réservoir. Et ça, c'est assez consommateur en énergie. Donc, en fait, il faut grosso modo le double d'énergie par rapport au fait de relâcher le CO2 dans l'atmosphère. D'accord. Et après, donc sur la figure, on a mis l'hydrogène vert, là, le green hydrogen. Donc l'idée, c'est de en fait utiliser l'électricité dans des électrolyseurs pour faire produire donc de l'hydrogène. Alors ça, à partir de renouvelables. À partir de renouvelables. Il y a quelques défis techniques qui sont pas très facile aujourd'hui à dépasser. C'est qu'en fait, malheureusement, le solaire, ça marche que le jour, et l'éolien, ça marche que quand il y a du vent. Et les électrolyseurs, eux, ils aiment bien avoir une température et une consommation électrique stable. Ah oui. Et alors, donc les énergies intermittentes, c'est un problème aussi. Alors ça veut dire qu'il faut avoir des batteries intermédiaires pour que quand il n'y a pas de soleil et pas de vent, on récupère l'électricité sur les batteries. Ah oui. Donc là, ça rajoute une perte. Alors ça veut dire qu'il y a une conversion d'électricité ou un stockage d'électricité vers dans une batterie qui sera sollicité pour alimenter l'électrolyseur lorsqu'on a on a besoin de produire l'électricité, qu'on n'en a pas de disponible parce qu'il n'y a pas de vent et pas de soleil.
Donc en gros, on va utiliser une batterie qui ensuite va faire de l'hydrogène qui lui-même servira de batterie. Alors non, après vous avez l'hydrogène. Enfin, pas forcément, mais ça dépend. Vous pouvez le garder sous forme de gaz et puis après l'utiliser pour tous les usages de l'hydrogène, que ce soit de l'industrie, faire des fertilisants et puis faire de la mobilité pour les... C'est vrai que oui, on n'avait pas parlé de ça, des fertilisants. Parce qu'avec l'hydrogène, vous pouvez faire de l'ammoniac et c'est une des bases de la chimie des fertilisants. Donc l'hydrogène est finalement une substance assez rare finalement et qui les producteurs de fertilisants ont besoin de beaucoup d'hydrogène. Ah, moi je trouve ça assez amusant quand on y pense, parce que je viens du coup d'un milieu assez spatial, mais c'est vrai que l'hydrogène c'est l'élément le plus commun dans l'univers, normalement c'est ce qu'on nous dit en tout cas dans l'espace, et finalement quand on voit sur Terre, l'hydrogène il n'existe pas justement sous forme naturelle, vu dès qu'il entre en interaction avec quelque chose, en général il change de forme, il peut être un peu, j'ai vu qu'il peut être assimilé par des bactéries, etc. Donc ça c'est aussi un des... Alors, je dirais pas qu'il n'existe pas, c'est qu'il existe. Oui, il existe sous des formes en tout cas. Il y a des zones qui sont des zones de mort pour lui. C'est-à-dire que dès qu'on est dans une zone où il y a de la vie, donc à une température inférieure à 100 degrés, il y a des tas de bactéries qui vont s'intéresser à l'hydrogène et le consommer, et le faire disparaître. Donc en fait, dans la recherche d'hydrogène géologique, d'hydrogène blanc qu'on va faire, peut-être on peut décaler l'image un petit peu là qui est derrière moi. Là, du coup, voilà, donc on a mis l'hydrogène blanc pour finir là. Avec les formules pour ceux qui sont amateurs. Voilà, donc l'hydrogène blanc, c'est simplement trouver des accumulations d'hydrogène naturel dans le sous-sol et en principe, enfin en tout cas ça sera mieux de le chercher dans des zones où soit il est extrêmement abondant et à ce moment-là les bactéries n'arrivent pas à le manger, soit on va aller le chercher plus profond à des températures terrestres supérieures à 100 degrés et à ce moment-là il n'y a pas de bactéries et donc on a un hydrogène qui est protégé par la chaleur en quelque sorte. Et il ne reste plus que les oxydants minéraux, donc la présence de fer ferrique, de sulfate, de nitrate dans le sous-sol par exemple, avec lesquels l'hydrogène va réagir et va faire de l'eau finalement, donc on va de nouveau le perdre. Voilà, donc ça c'est l'hydrogène blanc. Et puis pour finir sur l'hydrogène orange tel qu'on l'a mis sur la figure. Alors ça vous avez dit c'est une formulation peut-être que vous avez trouvé un peu pour l'article. C'est Florian qui a trouvé, donc Florian Osselin qui a trouvé cette idée de le nommer comme ça. En fait c'est l'idée, c'est qu'on a une roche qui peut produire de l'hydrogène à partir des minéraux riches en fer ferreux. Donc le fer ferreux en fait va rouiller, capturer l'oxygène de l'eau et à H2O, si vous enlevez O, il reste H2, donc il reste le dihydrogène gazeux. Et donc, on s'en rentrera dans le détail après aussi. C'est ça l'idée, vous avez la petite formule chimique là, de FeO plus H2O donne H2 plus Fe2O3 qui est un oxyde de fer. Voilà. Donc ça c'est une façon de produire de l'hydrogène. Alors ça se fait naturellement. On peut aussi imaginer injecter de l'eau dans ces roches si elles sont trop sèches pour augmenter la production d'hydrogène, en favoriser la réaction. Et on peut, c'était le concept de l'hydrogène orange, ajouter du CO2 à cette eau. Donc comme tout à l'heure avec l'hydrogène gris du coup. Mais donc là on va utiliser, on récupère du CO2 chez des émetteurs de CO2, ils nous payent pour ça, et le CO2 qui va être injecté dans les roches, donc qui peuvent produire l'hydrogène, ces roches contiennent aussi beaucoup de magnésium, et le magnésium va capturer le CO2 pour faire des roches magnésiennes, des carbonates magnésiens, et à ce moment-là, on stocke le CO2 dans la même roche. Donc en fait, on peut imaginer un système vertueux qui est capable de produire de l'hydrogène et stocker du CO2. Oui, donc là, ce serait l'idéal, parce que là, on supprime du CO2 qui serait de l'industrie actuelle, et on en ressort de l'hydrogène, oui. Voilà, d'accord, donc ça c'était plus pour faire le point, vu que dans les médias effectivement j'avais commencé là-dessus tout à l'heure, on parle bleu, vert, etc. Donc maintenant vous avez rajouté une couleur, mais c'est... Ouais, il y en a encore. En tout cas l'hydrogène, on aime bien ce côté-là. Il y en a plein d'autres, hein. Il y a des gens qui parlent aussi de l'hydrogène rose, le pink, où en fait il y a des projets où on va utiliser l'électricité nucléaire et la chaleur de la centrale nucléaire pour faire fonctionner de manière continue l'électrolyseur. Donc ça, c'est assez intéressant par rapport à l'intermittence, c'est qu'en fait, la ligne de base électrique, elle est constante, et la chaleur n'est pas amenée par l'électricité, elle est prise sur le circuit de refroidissement de la centrale nucléaire.
Et ça fait un hydrogène vraiment pas cher. Donc moi, l'enjeu pour nous, les géologues, c'est de le battre en termes de prix avec un hydrogène naturel qui serait beaucoup moins cher. Ah oui, voilà. D'accord, donc c'est très intéressant. Bon voilà pour le petit point en tout cas là-dessus. Si vous avez des questions, effectivement, tous ceux, je sais que c'est fascinant à écouter, mais en tout cas n'hésitez pas si vous avez déjà des questions sur cette partie-là, vu qu'au final c'est quand même là qu'il y a beaucoup d'informations, même si là après on va passer, je pense, sur où se trouve vraiment l'hydrogène naturel dans le sol et comment est-ce qu'il se forme. Donc est-ce que vous pouvez nous dire, oui, sur quel est le travail que vous avez fait dans les Pyrénées, vu qu'apparemment il y a de l'hydrogène naturel, en tout cas sous la montagne. En fait, dans la montagne, je n'ai pas bien compris encore. Oui, sous la montagne, oui, c'est ça. Alors en fait, donc pendant le temps où je travaillais chez Total, j'avais un projet qui était de revisiter toutes les façons pour des fluides de différentes natures de circuler dans les bassins sédimentaires. Donc dans un bassin sédimentaire, vous avez de l'eau douce qui circule, il y a des saumures qui circulent, il y a du pétrole et du gaz à certains endroits. Et vous avez aussi d'autres gaz comme l'hélium, par exemple, l'H2S, qui est un gaz qui sent l'œuf pourri, mais ça circule aussi dans le sous-sol. Voilà, donc il y a tout un tas de gaz qui circulent. Et avec l'un de mes responsables, Sylvain Calassou, on avait l'intuition que les roches les plus profondes qui sont sous le bassin sédimentaire pouvaient jouer un rôle finalement dans la chimie des roches du bassin sédimentaire et y contribuer à les transformer. Donc ce sont les roches du manteau. On voulait voir dans quelle mesure ces roches qui sont sous la croûte terrestre, en fait, qui sont donc sur laquelle la croûte continentale ou la croûte océanique en fait se déplace dans la tectonique des plaques. Donc ces roches du manteau, on voulait voir dans quelle mesure elles pouvaient contribuer en amenant de la chaleur, en amenant du magnésium pour transformer certaines roches et éventuellement amener des gaz intéressants comme l'hydrogène. Donc en fait, en réfléchissant à l'histoire géologique des Pyrénées et à la structure actuelle de la chaîne de montagne et du bassin sédimentaire d'Aquitaine, qui est donc au nord de la chaîne de montagne, la question c'était est-ce qu'il y a à certains endroits, est-ce qu'on pourrait trouver de l'hydrogène qui circulerait aussi dans ce système? Est-ce qu'il joue un rôle dans ce système? Donc on avait une intuition, c'est souvent ça en science, il y a le travail qu'on fait par réflexion, c'est-à-dire on accumule des données, on réfléchit dessus, on fait une interprétation, et puis il y a les idées qui germent dans votre tête. On ne sait pas bien pourquoi ni comment, et apparemment, ce n'est pas les mêmes zones du cerveau qui génèrent la pensée intuitive par rapport à la pensée réflective. Et donc, voilà, on avait cette intuition qu'il pouvait peut-être y avoir autre chose à chercher. Alors, il se trouve que dans les Pyrénées, on a à l'affleurement des roches qu'on appelle ultra-basiques, qui sont en fait des restes de... Alors, il y avait cette image-là d'ailleurs, peut-être qu'elle pourrait aider. Ah, non, celle-là, oui, celle où vous êtes dessus. Voilà. Donc ça, c'est un affleurement. Voilà, on va mettre celle-là. Voilà, donc là... C'est vous là-dessus, du coup. Ouais, là, ça, c'est moi. Je vois pas de profil là, mais du coup, j'imagine que c'est ça, oui, bien non, mais il y a la reconnaissance des lunettes ou du crâne. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus sur cette photo? Qu'est-ce qui se passe en fait? Mon postdoc, là, donc Guillaume Barré, et j'irai les armes à la main, là il est en train de faire un sondage dans cette roche ultra basique. Donc cette roche ultra basique, c'est une roche verte, une roche extrêmement lourde, c'est une roche magnétique. Et en fait, cette roche n'a rien à faire là. Elle est normalement à 30 km sous nos pieds, sous la croûte. Donc la première enveloppe, vous avez finalement, quand on regarde la Terre, il y a l'enveloppe qui est l'atmosphère, ensuite il y a une enveloppe qui est l'hydrosphère avec les océans, les fleuves, etc. Et puis après, on a la croûte terrestre. Et puis on va arriver à une croûte plus profonde qu'on appelle le manteau, qui contient donc des roches très riches en magnésium et en fer. Et en fait, là, sous vos yeux, sous la machine que tient Guillaume, on a donc ces roches vertes. En train d'attaquer donc cette roche qui n'a rien à faire là. Voilà. C'est ça. Et en fait, elle est là parce que lorsque on a créé l'océan pyrénéen, avant de créer la chaîne de montagne, on avait un océan. Le manteau est venu au fond de la mer parce que la croûte s'est cassée finalement dans un mouvement d'extension. Donc on a ouvert la croûte parce qu'il y avait de l'extension, parce qu'on crée un océan, et la croûte est venue jusqu'au fond de l'océan.
Enfin, pas la croûte, le manteau est venu au fond Le de manteau, l'océan. ouais, d'accord. Et ensuite, quand on a refermé le système pour créer la chaîne de montagne, dans un mouvement qu'on appelle une collision, une chaîne de montagne, c'est lié à la collision entre deux plaques. Ici, c'est la plaque européenne au nord et la plaque ibérique au sud, hein, là, donc l'Espagne. L'Espagne est venue en collision avec l'Europe. Et quand on a fait cette collision, il y a des morceaux de manteau qui ont été coupés finalement, attrapés dans tous les chevauchements, dans tous les plis, les mouvements tectoniques qui ont créé la chaîne de montagne. Et on retrouve en fait des morceaux de manteau capturés par la chaîne de montagne et qui sont jusqu'en surface. Et donc, on peut les étudier en surface. Et donc là, le morceau de manteau qu'on a derrière mon postdoc, ce morceau de manteau, il est capturé dans un grand chevauchement qu'on appelle le chevauchement frontal nord-pyrénéen. Et en fait, c'est une zone de très grande faille tectonique. Ça marque, grosso modo, la limite entre l'ancienne plaque ibérique et la plaque européenne. Donc, c'est une limite de plaque en quelque sorte. Maintenant, tout est collé en fait et collé par la chaîne de montagne dans cette collision. Mais voilà, donc on a trouvé ces roches en surface. Et d'ailleurs, ces roches, on a donné les premières personnes qui les ont décrites ont donné le nom de l'erzolite. C'est une des roches du manteau. Et l'erzolite, ça vient de l'étang de l'Erz dans les Pyrénées. Donc, dans la nomenclature géologique, les géologues utilisent le terme de l'erzolite pour ces roches du manteau. Et ce nom a été donné à cause d'un nom de lieu des Pyrénées centrales. On trouve ces roches à l'affleurement également. D'accord. D'où cela, d'accord. Voilà, alors... En tout cas, je vous lis quelques commentaires parce qu'on a raté quelques-uns. On avait Mary Yasuno qui disait on dirait quand j'étais dans mes cours de géomorphologie. Donc ça rappelle les souvenirs, apparemment. Oui, c'est l'idée, ouais. Il y avait une question aussi de Splagada. Alors il dit une question idiote, mais ça passe déjà sur un peu comment est-ce qu'on va exploiter cet hydrogène naturel. Il demandait quand on fait un trou et qu'on pompe ce qu'il y a dedans, est-ce qu'il y a un risque de faire un problème, un affaissement ou typiquement je crois qu'on dit les dolines aussi ou les sinkholes où il y avait ce risque-là. Enfin en tout cas quand on creuse quelque part, est-ce que ça risque pas de percer et de provoquer un effondrement majeur peut-être? Donc par exemple quand on fait ça sur un gisement pétrolier. Donc le gisement de Lac qui est dans le bassin d'Aquitaine, qui est le plus grand gisement pétrolier français, qui est maintenant épuisé ou quasiment épuisé. Donc on avait un gisement qui était à plusieurs centaines de bars de pression. Et aujourd'hui, il est plus qu'à 40 bars de pression. Donc évidemment, le fait d'avoir enlevé le gaz et donc réduit la pression dans le réservoir fait qu'il y a des mouvements verticaux d'affaissement des terrains. Donc, mais ça bouge très lentement. Ça fait des petits... Qu'est-ce que vous voulez dire par des mouvements verticaux? C'est-à-dire que, imaginez, vous avez une baudruche qui est sous donc des terrains sédimentaires. Vous la percez, elle perd sa pression. Et ben, la voûte, du coup, la voûte qui est au-dessus va s'aplatir et s'affaisser. Alors, elle s'affaisse d'une manière régulière. Et donc, on peut voir le mouvement vertical de quelques centimètres par an. Et effectivement, ça descend. Donc, tous les gisements pétroliers font ça. Et il y a des petits tremblements de terre qui sont associés à ce phénomène. Donc, c'est un phénomène qui est connu, qui est géré. Alors, les gens qui habitent au-dessus du gisement de Lac, ils connaissent les petits tremblements de terre liés au relâchement des tensions dans les roches liées au fait à la perte de pression du réservoir. Donc parfois ils ont leur verre qui bouge un peu dans leurs armoires et ils ont l'habitude, ils sont pas inquiets et parce qu'ils savent que c'est simplement le réajustement des pressions dans le réservoir. Donc si on exploite un gisement d'hydrogène, moi je suis du Nord-Pas-de-Calais toute ma vie, donc du coup je connais pas trop il y a même plus de mines. Non, mais alors dans le Nord-Pas-de-Calais, il y a des mouvements de terrain qui sont liés aux mines, bien entendu. Oui, mais maintenant vu qu'elles sont fermées, est-ce qu'il y en a encore? Ah ben oui, parce que c'est pas fini. Les galeries existent toujours et à mesure qu'elles se comblent et qu'elles finalement les voûtes des galeries bougent. D'accord, il y a quand même des... Ah bah oui, il y a des mouvements qui sont suivis par le BRGM. D'accord. J'ai jamais senti alors en tout cas. Mais il y a quand même des mouvements. C'est connu. Il y a des endroits, essentiellement en Lorraine, il y a des endroits où ça a été pas très bien géré. Et il y a des endroits où il y a des problèmes de stabilité des terrains qui posent des problèmes pour les habitants au-dessus. Mais parce qu'il y a une mauvaise gestion de mines très très anciennes, ou aussi quand il y a les boisages des mines qui pourrissent, donc il peut y avoir des phénomènes d'effondrement.
et de création de cavités. Donc voilà. Alors nous, les gisements qu'on vise sont à beaucoup plus grande profondeur et en général, plus on va profond, moins il y a d'effets en surface. On a une question de Crocofab, qui a effectivement une question qui n'a pas encore été posée parce qu'on va en parler aussi. D'ailleurs, on peut en parler aussi à peu près en même temps, en tout cas, que celle de la question sur les Pyrénées. Mais voilà, tout l'enjeu, c'est a-t-on une idée de la question de la quantité d'hydrogène dispo sur Terre, et si oui, quel pourcentage est économiquement exploitable? Ça, voilà, Croco, on va en parler justement. C'est tout l'enjeu, j'ai envie de dire. Oui, voilà, c'est ce qui fait qu'on est encore dans un projet de recherche et pas dans un projet industriel, même si les industriels ont lancé, je dirais, des opérations aujourd'hui pour essayer de trouver de l'hydrogène naturel, et on viendra là-dessus, mais on ne sait pas répondre à cette question. Oui. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des quantités illimitées de fer ferreux dans le manteau. Quels sont les stocks déjà d'hydrogène naturel qu'on avait déjà connus, en tout cas, avant les années 2010, vu qu'apparemment c'est surtout depuis 2010 qu'on a commencé c'est pas tellement des stocks qu'on connaît. Pour l'instant, ce qu'on connaît, c'est des émissions en surface. Donc, il y a des endroits où la planète libère de l'hydrogène, au fond des océans, par exemple. Donc, c'est au niveau des dorsales médio-océaniques. Peut-être que, Adrien, vous pouvez mettre une des images là, d'une dorsale avec les fumeurs blancs, les fumeurs noirs. Voilà. Donc, on peut aller... en zoomer. Voilà. Donc là, au-dessus de ma tête, on voit ce qu'on appelle des... Attendez, je reviens, pardon. Ouais, j'ai avancé trop vite. C'est ça. Donc, sur cette image, on voit des fumeurs blancs. Et donc ça, on est à 2500, 3000 mètres au fond de l'océan. On est au-dessus, donc là, par exemple, d'un volcan c'est un volcan sous-marin qui s'appelle les Fuku, donc qui est un volcan plutôt dans l'océan Indien, si je ne me trompe pas. Et ça fait partie des premiers endroits où on a trouvé donc des grosses émissions de gaz, des gaz chauds, et qui sont parfois de l'hydrogène pur, parfois des mélanges hydrogène, méthane, CO2. Et quand on a les fumeurs noirs, on a aussi de l'H2S. Donc le fumeur noir, c'était l'autre image, où on a donc ces... Donc voilà, donc ça c'est à la fin des années 70, avec les robots sous-marins et des petits sous-marins qui sont allés explorer ces zones-là de la Terre, où les gens ont pu faire des prélèvements de ces gaz chauds qui sortaient là, et qui correspondent donc au processus de serpentinisation, où en fait l'eau de mer réagit avec les roches du manteau qui sont présentes au fond de l'océan, et donc très chaude au fond de l'océan. On a une boucle hydrothermale et donc on produit des gaz et on a le manteau des gaz produit du CO2 et en plus la réaction de l'eau avec les roches riches en fer produit de l'hydrogène. Donc ça c'est les premières découvertes d'hydrogène. Ça c'est les premières, Et donc, je vois d'ailleurs que c'est 1979 aussi là qui avait en tout cas dessous ces études-là. Voilà, donc ça c'est les premières découvertes. Alors là on voit un peu sur donc il y a des lieux assez célèbres qui ont des noms de cigarettes comme Lucky Strike. Ah oui. Effectivement. Voilà, donc des noms comme ça. Là, on est dans l'Atlantique. On est au centre de l'Atlantique. Avec tous ces points, c'est des tas d'endroits où on produit de l'hydrogène. Donc, il y a des noms un peu amusants comme Lost City. Lost City, parce qu'en fait, comme les fumeurs... c'est Atlantide. Il y a des gens... Au niveau du fumeur, on fait des concrétions minérales, donc on fait des colonnes. Et donc, en fait, quand on visite ces lieux avec un sous-marin, on voit des tas de colonnes de roches, des aiguilles, en fait, de minéraux blancs qui précipitent au fond de l'océan et qui fument. Donc, ça fait un peu comme une usine naturelle qui crache ses gaz. Mais c'est en fait une usine naturelle qui produit des gaz et dont l'hydrogène. Là, c'est production. Oui, d'accord. Et donc, il y a un endroit sur l'Atlantique qui est un peu plus au nord, si on se déplace sur la carte plus au nord. Attends, juste avant ça, j'avais une question que je voulais pas. Après, je l'y perds de vue après. Il y avait quelqu'un de code Exceltor qui disait qu'il ne souhaitait pas s'égarer du thème, mais les recherches sur le rendement des conversions d'énergie et sur la chimie sont-elles à la hauteur? Ne pourrait-on pas, via ce biais, sortir de l'éternelle thématique de la ressource? Alors, je sais pas trop quel débat effectivement qu'il a en tête, mais je pense que les recherches sur le rendement des conversions d'énergie sont assez... Alors, c'est important parce qu'en fait, si on a donc de l'électricité qu'on transforme en hydrogène et qu'ensuite on utilise l'hydrogène dans une pile à combustible pour refaire de l'électricité dans un moteur électrique, on y perd beaucoup. Alors en fait, je crois qu'il reste 20% de l'énergie initiale. D'où l'intérêt de trouver une source d'énergie. Si on trouve une source d'hydrogène pur qui est facile à pomper à partir du sous-sol, on ne perd pas une autre énergie comme l'électricité. On peut utiliser. En fait, on est déjà dans un monde en pénurie d'énergie et d'électricité. On l'a vu cet hiver avec la panique autour de la production électrique en Europe. Et donc, si vous imaginez que pour faire rouler des voitures qui aujourd'hui roulent avec du pétrole,
vous devez alimenter tout le parc automobile avec de l'électricité, parce que là, l'Union européenne, par exemple, est en train finalement de demander la fin des moteurs thermiques qui utilisent des hydrocarbures. C'est une très bonne idée, mais si on n'accompagne pas ça avec une production massive d'électricité propre, non carbonée, ça ne marche pas. Et curieusement, j'ai un peu l'impression que l'aspect production d'électricité pour alimenter le parc automobile en électricité a été un petit peu oublié. C'est vrai. Je dis ça, je dis rien. Ça, on en a parlé un peu il y a 2 semaines avec la fermeture des centrales nucléaires allemandes. Et c'est pas le modèle allemand qui a l'air de marcher, hein. Ça un peu... Parce que plus on applique le modèle allemand, plus ils produisent du CO2. Si c'est ça l'idée de remplacer les voitures qui produisent du CO2 par des centrales électriques au charbon qui produisent du CO2, je pense qu'on a... l'hydrogène, du coup. Ça sera peut-être ça pour... On a tout faux. Et en plus, les centrales à charbon, elles crachent de la radioactivité, puisqu'il y a des produits radioactifs naturels dans le charbon. Et finalement, la pollution radioactive en Allemagne, elle n'est pas liée aux centrales nucléaires, elle est liée aux centrales à charbon. Alors, s'il y a un petit problème, il y a des gens qui vont pas jusqu'au bout des informations dont qu'ils devraient regarder un peu en détail. Voilà. C'est pas faux. Je vais rester sur mon affaire d'hydrogène. Hein. Voilà, c'est ça. Alors, je reprends quelques commentaires, ou en tout cas, pas forcément des questions, mais en tout cas, qu'il y a de grands espoirs dans les ordinateurs quantiques pour trouver les meilleurs catalyseurs qui pourraient séparer l'H2O à la moindre énergie. Bon, pourquoi pas. C'est une bonne idée. Effectivement, la recherche sur les catalyseurs, je pense, c'est importante. Et en fait, c'est une partie du travail que j'essaye de faire. C'est-à-dire qu'on peut catalyser les réactions naturelles qui produisent de l'hydrogène. Donc là, aujourd'hui, on utilise donc l'olivine et le pyroxène, c'est les minéraux qui sont riches en fer ferreux. On les fait réagir avec l'eau et ça produit de l'hydrogène. Mais en fait, un de mes thésards a montré qu'on pouvait catalyser cette réaction, c'est-à-dire augmenter le rendement et produire plus d'hydrogène. Donc on a plusieurs pistes de production d'hydrogène catalytique, catalysée. Et là, je suis en train de lancer une start-up avec cet étudiant. Donc on cherche de l'argent, on cherche des fonds pour lancer notre start-up qui va en fait à partir des roches naturelles, produire de l'hydrogène de manière accélérée, augmentée grâce à ces catalyseurs qu'on a trouvés. C'est Lavoisier H2 que je consulte. Hein, c'est alors ça, c'est ma société de consulting et je crée. Et donc ça, elle est à moi. Et avec mon étudiant, on crée une deuxième start-up où on va partager le capital. Et donc l'idée, c'est de créer cette société en ce moment pour arriver à avoir une enveloppe, une structure qui permet de travailler sur notre projet de recherche et arriver ensuite à vendre des catalyseurs de production d'hydrogène. D'accord. Voilà, c'est une autre idée dans cette question de l'hydrogène naturel. D'accord. Bon, je reviens donc sur le PowerPoint, comme je voyais, je vous avais remis. En tout cas, vous parliez en tout cas des différents gisements qu'il y avait naturellement, ceux qu'on avait trouvés en termes en Atlantique, ou même là, je vois en Islande aussi apparemment. Alors voilà, l'Islande, c'est un endroit super intéressant parce qu'en fait, on est au milieu de l'Atlantique et en fait, la ride médio-océanique où on a vu donc ces fumeurs, elle traverse une terre émergée qui est l'Islande. L'Islande, c'est la combinaison entre ce qu'on appelle un hotspot, une zone où le magma fond beaucoup facilement. Parce que c'est là, par rapport à l'image, je remonterai juste, on voit que la rive, c'est ça qui est continue. Oui, la ride, elle continue là, elle traverse l'Islande par le milieu. Donc ce qu'il y avait ici. Voilà, mais au lieu d'être à grande profondeur sous l'océan, là, on est sur une île, donc c'est facile d'accès. Alors, les Islandais utilisent l'énergie géothermale et ils ont donc des centrales géothermiques. Oui, au final, ils n'ont même pas besoin de beaucoup d'autres formes d'énergie. Ils ont déjà cette forme d'énergie qui est disponible, mais on a mesuré, c'est ma collègue Isabelle Moretti avec plusieurs étudiants et une équipe d'Islande, ils sont allés mesurer ce qu'il y avait comme hydrogène et autres gaz dans les eaux géothermales des centrales géothermiques. Et en fait, il y en a beaucoup. Et en faisant des petits calculs à partir des mesures déjà disponibles, on peut installer un séparateur de gaz sur la centrale géothermique et produire de l'hydrogène quasi pur. Et cet hydrogène pourrait être utilisé pour les camions
islandais. Au lieu de brûler du gasoil, ils pourraient tourner avec des piles à combustible, ou avec un moteur thermique, pourquoi pas. Donc utiliser l'hydrogène des puits géothermiques qui existent déjà, où l'investissement a déjà été fait. En fait, il y a moyen de faire un gain économique additionnel avec une énergie propre en produisant les tonnes d'hydrogène qui sont aujourd'hui en fait pas utilisées par la centrale géothermique. Donc il y a un projet qui est en développement. C'est une idée là qui est en Islande, qui est en cours en Islande, voilà. C'est ce qu'on voit là un peu. Donc sur les centrales géothermiques, là on les voit, donc là elles produisent de la vapeur. Mais ça c'est les centrales géothermiques, voilà, ça ce qu'on voit là. Exactement. Et donc ajouter des séparateurs de gaz sur le circuit de circulation d'eau chaude du système pour en fait récupérer cet hydrogène qui est produit dans les profondeurs de l'Islande. Donc ça, c'est un exemple qui marche bien. Après, je montre. Voilà, alors sur cette carte, on voit donc différents endroits. Avant ça, juste, je reprenais. Enfin, en tout cas, il y avait un commentaire. C'est vrai qu'avec tout ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'apparemment, là où il y a la plus grosse production d'hydrogène, c'est proche des volcans. C'est vrai que ça donne un peu ce sentiment-là. Alors, pas uniquement, puisque je vous ai parlé des Pyrénées, et les volcans pyrénéens sont éteints depuis 450 millions d'années pour le plus vieux, qui est le pic du Midi d'Osso, et environ... Mais historiquement, on a peut-être trouvé d'abord au niveau des dorsales... Voilà, c'est ça. Donc, il y a de l'hydrogène dans les volcans. Plus pour mais il n'y en a pas que là. Il y en a aussi dans des zones où il n'y a pas du tout de volcans. Attendez, je veux juste une toute petite question, désolé, j'interromps un peu. Juste quelqu'un qui demandait en tout cas comment fonctionne une centrale géothermique. C'est vrai qu'on a rapidement, parce qu'on a dit le terme sans trop définir, donc, pour revenir sur celle-là. Donc la Terre produit de la chaleur. On peut garder l'image là que vous avez mis, voilà, ou l'autre avant, là où on voit la coupe de terrain, plus loin dans l'exposition. Ah, la coupe de terrain, ah oui, donc voilà, celle-là. Ici, alors, voilà. Donc là, sous l'Islande, il y a du magma. Ce magma, il est à 600, 700, 800 degrés pour le magma le plus facilement accessible. Donc on a les volcans d'Islande finalement, où le magma arrive jusqu'en surface et fait le volcanisme. Il pleut sur l'Islande et l'Islande est fracturée. Donc il y a de l'eau qui rentre dans le sol de l'Islande et va jusqu'à la chambre magmatique. Au niveau de la chambre magmatique, cette eau, elle va se réchauffer énormément et elle va monter à 200, 250 degrés, 300 degrés. Et ensuite, avec un puits, donc on fait un forage dans la zone où on pense qu'on va retrouver cette eau très chaude. Et donc on va faire un forage jusqu'à trouver le réservoir d'eau chaude. Et on va faire remonter cette eau chaude en surface. Cette eau chaude, elle arrive à forte pression, forte température. Et en fait, on la détend en surface et on l'envoie sur une turbine. Elle fait tourner la turbine et elle produit de l'électricité. Il y a toujours une turbine, de toute façon. Il y a une turbine pour faire de l'électricité. Donc, les centrales géothermiques qui produisent de l'électricité, elles utilisent une turbine classique et elles utilisent finalement la détente, la force de la vapeur pour produire de l'électricité. Mais en même temps qu'on produit cette vapeur, on dégaze l'eau et cette eau, elle contient de l'hydrogène. Et donc, l'idée, c'est de récupérer l'hydrogène. D'accord. Bon, voilà, ce sera pour répondre à la question parce que c'est vrai qu'on a pas beaucoup parlé. Sur une centrale géothermique, on peut faire beaucoup de choses. On peut faire de l'électricité, on peut récupérer la chaleur, on peut aussi récupérer l'hydrogène. Et il y a des eaux dans certains coins qui sont très riches en lithium. Et donc, à partir de la centrale géothermique, on peut aussi produire du lithium. J'ai des copains qui travaillent sur des projets de production de lithium à partir de centrales géothermiques. C'est vrai. Il y a une précision de Lord Jubus aussi qui dit effectivement on ne crée jamais de l'énergie. Bon, c'est toujours ça. On peut revenir sur Lavoisier effectivement où il n'y a pas de création. Oui, tout se transforme. Il y a des transformations, du stockage et voilà. D'accord. Alors maintenant on va passer un peu dans le cœur du sujet finalement parce que là on parle. Alors c'est très bien effectivement l'hydrogène naturel, mais finalement où est-ce qu'il est alors dans le monde en tout cas? Alors en fait, il y a une carte ici. Ouais, c'est plutôt comment on le fabrique et comme ça nous permet de savoir où il est. Donc on peut le fabriquer avec les roches du manteau. Donc, ils sont riches en fer ferreux, donc c'est au milieu des océans et c'est dans les chaînes de montagnes où ces roches du manteau ont été capturées et sont retrouvées en surface. Donc ça, c'est une façon de trouver l'hydrogène. Si on cherche ces roches, on va trouver de l'hydrogène. Après, il y a d'autres endroits, ce qu'on appelle les vieux cratons. C'est des roches très anciennes. Les vieux cratons. Voilà, c'est un mot un peu amusant, mais c'est les roches les plus anciennes de la Terre qui ont parfois jusqu'à 4 milliards d'années. Donc, c'est des vieux granites, par exemple, et ces vieux granites contiennent
du fer et pour partie du fer ferreux. Et donc ce fer est aussi disponible pour capturer l'oxygène et libérer de l'eau et libérer de l'hydrogène. Donc ça va être au centre de la Sibérie, par exemple, au centre de l'Afrique, au centre du Brésil, au Canada, on va avoir ce type de roche. Et donc si on cherche des endroits où il y a des émanations de gaz en surface dans ces vieilles provinces géologiques qui ont plusieurs milliards d'années, eh bien on peut trouver de l'hydrogène. Et puis il y a une autre façon de produire de l'hydrogène, c'est avec la radiolyse, c'est-à-dire que certaines roches contiennent beaucoup d'uranium ou de thorium. Oui. Et la radioactivité naturelle, c'est pas artificiel, c'est tout à fait naturel. En fait, la radioactivité naturelle peut casser la molécule d'eau. Et en cassant la molécule d'eau en deux, en fait, on a d'un côté l'hydrogène, H2, et eau qui part de son côté. Et donc, on a une production qu'on appelle radiolytique, à partir de la radioactivité, d'hydrogène. Et donc là, on va aller chercher les zones où il y a beaucoup de radioactivité sur Terre. Par exemple, la mine de Cigar Lake au Canada, c'est une mine qui est très riche en uranium. En fait, l'hydrogène, pour l'instant, leur pose un problème parce que l'hydrogène, ça brûle, ça explose, donc c'est dangereux. Donc, pour protéger les mineurs, ils ont plutôt tendance à pomper l'hydrogène dans la mine et l'envoyer dans l'atmosphère. Ils n'en font rien. Mais on pourrait imaginer d'avoir une mine vertueuse qui, au lieu d'avoir des camions qui roulent au diesel, et on les fait rouler à l'hydrogène, en fait, ils ont de l'hydrogène sur place. Il faut trouver des concepts et des moyens techniques pour capturer cet hydrogène au lieu de s'en débarrasser pour charger des piles à combustible pour les camions, par exemple. Donc ça, ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a peut-être des endroits où il n'y en a pas beaucoup, c'est pas forcément en grande quantité, mais autant s'en servir sur place. Il y en a, en tout cas à Cigar Lake, il y en a assez pour que ça pose des problèmes de sécurité pour les mineurs. Et donc voilà, c'est au lieu de le gaspiller finalement, si on peut le capturer à l'avance, dégazer la mine avant que les mineurs travaillent dedans, mais en la dégazant, récupérer la ressource que ça représente pour en fait faire fonctionner la mine d'une manière un peu plus propre. D'accord. Et qu'elle n'émette pas de CO2. D'accord. Attendez, je reviens, comme ça on pourra prendre 2-3 petites questions qui étaient passées entre deux. Il y avait une question idiote en tout cas de Splagada, soi-disant, mais bon, on n'a pas jamais de question idiote. Je crois pas, non. N'a-t-on pas plus intérêt à prendre les résidus d'une réaction chimique, comme en Islande, plutôt que de creuser des roches, type Pyrénées, donc peut-être que là ça revient un peu à ce qu'on disait d'ailleurs. Non mais c'est le problème, c'est si on en veut beaucoup, il va falloir chercher à beaucoup d'endroits. Et sans doute différentes façons de faire. L'Islande, c'est un peu un cas unique, il n'y a pas beaucoup d'îles sur les rides médio-océaniques. Donc une fois qu'on a exploité l'Islande, et voilà, et je pense que l'hydrogène qu'on pourra produire en Islande sera consommé sur place, il faut trouver d'autres endroits où on pourrait avoir d'autres réservoirs. Donc voilà, mais je dirais, si on trouve des réservoirs énormes qui alimentent très très bien toute la planète, pourquoi pas, on fera que quelques trous. Si on trouve des petits gisements, on fera beaucoup de petits trous, et comme on a fait pour le pétrole et le gaz, où on a fait des millions de puits, et ça n'a pas posé tant de problèmes que ça. D'accord. Il parle de la Réunion aussi, effectivement, parce que bon. Alors, oui, à la Réunion, j'ai pas de. Est-ce que c'est un peu sur une ligne aussi Alors non, c'est plutôt un hotspot. Il n'y a pas la ride médio-océanique sous la Réunion. Oui, non. Donc là, ça s'applique pas exactement pareil comme ça. C'est qu'une composante du problème. En tout cas, il dit voilà, bonne réponse. Il dit, il satisfait la réponse. Et ça parle aussi des centrales au thorium, mais bon là c'est peut-être un sujet un petit peu annexe. On va peut-être rester déjà sur sur l'hydrogène, ce qui est déjà pas mal. D'accord, donc là on a abordé effectivement toutes les questions comme ça de où se trouve-t-il, mais justement voilà, c'est maintenant la vraie question centrale, c'est aussi comment savoir en quelle quantité. Donc c'est là que votre expertise rentre en jeu, j'ai envie de dire. Voilà, donc... Comment savoir alors finalement, oui, à partir de ces éléments, de tout ce qu'on sait, quel est l'état de la science finalement actuellement selon vous sur les estimations finalement. Alors on a fait beaucoup de progrès déjà parce qu'on comprend mieux comment l'hydrogène naturel est fabriqué par la planète. Donc ça, on a finalement dans un système hydrogène, un système géologique, c'est une réaction chimique ou de la radioactivité qui produit l'hydrogène quelque part. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler la cuisine. On parle de la kitchen, c'est la cuisine, le lieu où on fabrique l'hydrogène. Donc... Alors d'ailleurs, je remets cette image-là, je voulais la montrer tout à l'heure, mais j'avais un peu oublié.
Oui, on voit un petit peu voilà, la serpentinisation, où là, c'est un peu le... On a une image des roches du manteau, ces roches vertes, riches en olivine et pyroxène, qui réagissent avec l'eau, font une roche qu'on appelle la serpentine, la magnétite et de l'hydrogène. Voilà, donc c'est une façon de faire de l'hydrogène. Donc, voilà donc c'est vrai qu'à chaque fois, d'ailleurs, quand on dit hydrogène, c'est dihydrogène souvent. Oui, on parle du gaz hydrogène, H2. C'est vrai qu'en physique, on dit toujours un peu les deux. J'avais aussi cette image-là rapidement, je vous la montre aussi, c'était plus pour l'historique, mais je sais que j'avais lu un article de vous où vous disiez que c'était un peu le début, en tout cas, là c'était le début du pétrole, et maintenant il y a le début, en tout cas, au Mali. Pour vous, ça a été un peu la révélation à ce moment-là En fait, c'est un peu l'idée, c'est que on vit avec l'hydrogène une histoire qui ressemble à l'histoire pétrolière, c'est-à-dire que le colonel Drake à Titusville a fait son premier forage pétrolier, et ça a déclenché le rush pour trouver donc l'huile de roche, le pétrole, sous la ville de Titusville, et il y a eu des centaines de puits qui ont été forés à cet endroit-là. Et on a remplacé finalement l'huile de baleine. Avant, pour allumer les maisons, on brûlait de l'huile de baleine et on chassait la baleine, le cachalot. On a fait quasi disparaître les baleines pour produire à partir de la graisse de baleine, de l'huile de baleine qui était utilisée comme un combustible pour faire des flammes et finalement éclairer les maisons. Et puis en fait, on est passé de l'huile de baleine à l'huile de roche, au pétrole, pour les mêmes usages, d'abord d'éclairage, et puis ensuite pour les véhicules à moteur, quand on les a mis au point plus tard. C'est l'industriel. Voilà, et donc finalement l'industrie américaine, elle a complètement décollé grâce aux découvertes du pétrole américain en Pennsylvanie, puis ensuite au Texas, et donc on a eu ces découvertes, puis après les gens sont allés chercher au Moyen-Orient et on fait toutes les grandes découvertes, Irak, Iran, Arabie Saoudite, etc. Et donc vous êtes plutôt de ceux qui croient en tout cas que l'hydrogène, on va peut-être voir en fait, sorte d'explosion comme ça. Comment on a trouvé ce pétrole? On l'a trouvé parce qu'il y avait des suintements de pétrole en surface. En trouvant du pétrole en surface, on s'est dit il y en a plus en profondeur. En fait, dans notre histoire de l'hydrogène, maintenant, on a trouvé beaucoup d'endroits où il y a des suintements d'hydrogène en surface. Et maintenant, il faut arriver à se payer des puits pour aller chercher en profondeur. Et donc, à Bouraké-Bougou, au Mali, il y a des puits qui donnent de l'hydrogène. Donc la compagnie Hydroma, qui est une compagnie malienne, a un permis d'exploitation de l'hydrogène là-bas et a une trentaine de puits aujourd'hui qui tous donnent de l'hydrogène. Donc cette compagnie essaye de développer son champ et a l'ambition de commercialiser cet hydrogène et voire de l'exporter si on arrive à démontrer qu'il y a des réserves suffisantes pour, je dirais, au lieu d'une consommation locale, on arrive à faire une exportation vers l'Europe, par exemple. Voilà. D'ailleurs, au Mali, c'est au Mali aussi, alors je sais plus quelle année c'était, mais c'était bien longtemps avant, où il y avait eu un puits qui avait été découvert comme ça, vu qu'il y avait un forage qui était effectué, et apparemment un fumeur a allumé une cigarette et tout a explosé. C'est à Bougou, c'est le puits Bougou 1, là, donc qui est au-dessus de ma tête. Voilà. Ah, c'est celui-là, d'accord. Bougou 1, c'est un puits d'eau potable pour un village. Ah, c'est un puits d'eau potable. Voilà, qui n'a pas trouvé d'eau. Mais a trouvé du coup malheureusement pour le. Pour il crache depuis donc maintenant pratiquement une vingtaine d'années 2 bars d'hydrogène pur. D'accord. Alors cet hydrogène est injecté dans un générateur électrique où on brûle cet hydrogène, on fait tourner le générateur et ça éclaire une partie du village, la télé du chef de village et la mosquée locale. Oui, de ce que j'ai vu, c'est que c'est pas énorme en termes de kilowatts en tout cas. Non, mais 2 bars d'hydrogène pur, ça peut pas faire beaucoup. Mais ce qui est intéressant au Mali, c'est que en fait tous les puits qui ont été faits dans une zone assez vaste, ça pourrait potentiellement, trouve de l'hydrogène à une profondeur relativement faible. Et alors, est-ce que c'est un endroit exceptionnel? C'est toujours toute la question. Voilà, on ne sait pas si on va arriver à le reproduire, ou est-ce que l'on va avoir d'autres sites équivalents dans le monde? Voilà, donc aujourd'hui, il y a plein de gens qui essayent de reproduire l'expérience malienne ailleurs.
Alors il y a... Sans la cigarette explosive, si possible. Mais... Alors mais oui, bon, ils ont fait cramer leur sondeuse une fois là, donc oui, il y a eu quelques ennuis lors de la foration d'un des puits. Ça s'est enflammé et donc ils ont mis le feu à la sondeuse. Mais bon, mais ça c'est les risques inhérents à toute recherche d'énergie. Je dirais l'énergie, elle se manifeste parfois d'une manière un peu incontrôlée. C'est sûr. Voilà. Alors en parlant d'ailleurs de ça, il y avait 2 petites questions encore d'Exceltor et de Splagada. Y a-t-il des choses sauf l'argent et la formation qui seraient susceptibles d'augmenter la croissance des secteurs énergétiques? C'est un peu complexe comme question. Sauf l'argent et la formation. Après c'est la disponibilité là pour le cas de l'hydrogène, on va dire. Surtout ça qui va être, La chance. La chance. Si vous forez au bon endroit et que vous trouvez un énorme réservoir. Oui, c'est sûr. Voilà. Mais il faut un peu d'argent au début. D'accord. Et alors, on prend la question tout de suite. C'est vrai qu'on en a parlé un peu tout à l'heure, mais autant faire effectivement le point tout de suite. C'est une question de Splagada. Quelles seraient les applications les plus rapides, donc du hydrogène? On parle beaucoup des camions, vu le poids du générateur, mais y a-t-il des applications industrielles ou autres qui seraient rapides? Et il dit question annexe aussi, en même temps, je lance 2 questions. Quel est le point technologique bloquant qui empêche d'utiliser du hydrogène partout? Il n'y a pas de point technologique bloquant. C'est la quantité qui bloque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, produire de l'hydrogène dans une raffinerie, c'est un coût. Donc, et ce que je veux dire, je pense qu'il veut dire, à partir du moment où on a de l'hydrogène, qu'est-ce qu'on en fait? On peut pas le mettre juste dans un réservoir, il faut quand même mettre à jour tous les... On peut l'utiliser pour produire des molécules chimiques complexes, on peut l'utiliser pour faire des fertilisants, on peut l'utiliser pour faire de l'électricité dans une pile à combustible, on peut l'utiliser pour faire de la chaleur et de l'énergie dans un moteur thermique. Donc on peut l'utiliser pour les trains, les camions, les voitures, pour la mobilité et pour plein d'usages chimiques et industriels. Parce qu'au début, donc, on avait dit qu'apparemment 1 litre d'hydrogène, donc liquide, j'imagine sous pression... 1 kilo, c'est mieux d'utiliser 1 kilo. C'est vrai que c'est mieux qu'1 litre. Là, ce serait, donc ça a plus d'énergie, peut-être plus d'efficacité énergétique que du pétrole, en termes équivalents en kilos. C'est 3 fois plus énergétique. Ce serait 3 fois plus, d'accord. Mais est-ce que, parce que le pétrole, il est énergétique, mais après, il faut aussi le moteur à combustion derrière, d'ailleurs, qui est pas terrible non plus en termes d'optimisation, mais... Oui, ça c'est juste. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut comme moteur, finalement? En fait, un moteur thermique, il a toujours l'inconvénient de faire de la chaleur, et donc 40%, grosso modo, de l'énergie est perdue sous forme de chaleur. Et par contre, les piles à combustible, donc vous utilisez l'hydrogène pour ses capacités réductrices. Donc, en fait, on fait un courant électrique à partir d'hydrogène qui va réagir dans la pile à combustible et avec de l'oxygène venant de l'air et on refait de l'eau. Et ça produit de l'électricité. Et le rendement est bien meilleur. Ça veut dire qu'avec la même masse, si vous avez un réservoir à hydrogène et une voiture, la même masse d'hydrogène, si vous utilisez une pile à combustible, vous allez 2 fois plus loin qu'avec un moteur thermique. D'accord. Puisqu'on n'a pas, on perd pas le rendement lié à la production de chaleur sur le moteur thermique. D'accord. Bon, je suis pas spécialiste. Justement, il y en avait qui posaient la question de est-ce qu'un scooter à hydrogène c'est possible, mais apparemment quelqu'un vient de mettre un lien comme quoi il y a même des vélos à hydrogène. Oui, exactement. Je suis curieux d'aller voir. Ça existe. Et donc, par contre, oui, en termes de, moi je me demande le stockage en fait. Comment est-ce que c'est plus difficile parce que là il faut quand même que ce soit sous pression. C'est pas comme non plus comme, un réservoir de pétrole c'est quand même plus simple qu'un réservoir d'hydrogène, vu qu'il faut qu'il soit maintenu là sous pression sous forme de. Alors, on parle de réservoir de surface. Moi, je parle de réservoir imaginons dans une voiture. À quoi ressemble... Alors, moi, je suis pas spécialiste. Je suis géologue. C'est vrai que là, oui, on est géologue. Oui, je sais, oui, mais je demande en termes de... Les réservoirs à hydrogène de voitures, c'est finalement... Ils sont conçus d'une manière différente des réservoirs à pétrole, puisque l'hydrogène, c'est une molécule qui est toute petite et qui va fuir. Donc les premiers essais de voitures à hydrogène ont donné des résultats pas terribles parce qu'on n'avait pas les bonnes structures de matériaux pour maintenir l'hydrogène dans le réservoir. Donc, donc aujourd'hui, on sait faire... Il y a peut-être un coût plus élevé pour faire un bon réservoir à hydrogène que c'est pas un réservoir en tôle tout bête. Oui, on utilise des carbones denses qui sont où les fibres de carbone font finalement un maillage très serré et très croisé de façon à que l'hydrogène ait du mal à sortir en traversant l'épaisseur du carbone. D'accord.
Bon, et tant qu'on reste dans les défauts, j'ai envie de dire, de ça, mais est-ce qu'il y a des risques aussi peut-être plus importants selon vous par exemple, une explosion de voiture, après tout, à hydrogène, le potentiel sera peut-être plus important? Non, en fait, le réservoir, le risque sur la voiture, c'est donc la voiture brûle, le réservoir à hydrogène monte en pression à cause de l'élévation de température. Il y a une soupape sur le réservoir avec un tuyau qui va au sommet de la voiture. Et une fois qu'on a crevé la soupape, l'hydrogène part dans l'atmosphère au-dessus de la voiture. Comme la voiture brûle, il s'enflamme. Vous faites une torche qui dure 30 secondes. Et vous avez, en 30 secondes, vous avez tout torché l'hydrogène de la voiture. Donc normalement, une voiture à hydrogène avec une soupape en état de fonctionnement ne fait pas d'explosion. Par contre, voilà, donc après, si la soupape marche pas, le réservoir monte en pression et ça explose. Il y en a qui parlent qu'apparemment c'était le même concept avec le GPL aussi. Non, mais c'est comme avec le GPL, c'est la même problématique. Alors, si la voiture elle est restée sur ses 4 roues, la torche elle est dans l'air, ou elle est, si c'est dans un tunnel, elle va toucher la voûte du tunnel. Mais ces 30 secondes, ça veut dire que ça dure pas très longtemps, c'est pas très comment dire, ça va pas être une grosse destruction. Évidemment, si la voiture elle est sur le côté et qu'il y a quelqu'un dans l'axe de la torche, oui, là, c'est moins agréable. Voilà, ça fait un peu barbecue. D'accord. On va peut-être revenir donc sur la question de où se trouve en tout cas l'hydrogène donc naturel. Donc je reviens, désolé, sur le. Hop. On en était là. Donc on avait vu en tout cas, voilà, on avait trouvé donc effectivement des gisements au Mali. Et donc maintenant, voilà, l'idée c'était de trouver à partir des formules en tout cas de production et d'en trouver donc finalement où est-ce qu'il y a de l'olivine, du pyroxène par exemple. Voilà, donc c'était donc la démarche, on revient un peu à ce que je vous ai montré au début avec les Pyrénées où on a ces roches qui sont riches en olivine et pyroxène. Donc il y en a en surface, mais celles-ci, elles ont fini de produire leur hydrogène, même si on en trouve un peu autour. Et en fait, donc sur une découpe qu'on peut montrer, là, donc là ici sur cette image, on voit donc en bas à droite, on voit en fait une coupe du résultat d'une investigation sismique. Donc on a en fait en rouge, c'est le bassin sédimentaire, c'est le bassin d'Aquitaine. Donc, qui est sous la ville de Pau, qui va aller jusque sous la ville de Bordeaux, etc. Et ouais, il ne faut pas me remettre juste devant. Ouais, pardon. Et puis, on a une bosse avec un chiffre, là, 3.5. Attendez, je vous mets en grand. Hop, voilà, la bosse avec 3.5, là, qui est... Ouais, alors il y a celle-ci, il y en a une autre qui est un peu... Voilà, celle-ci. Donc ça, c'est en fait des vitesses rapides. Et si on regarde le magnétisme et la masse gravimétrique de cet endroit-là, donc dans le sous-sol, qui est environ à 5 km de profondeur, en fait, c'est un morceau de manteau qui est en position anormalement haute et qui peut s'hydrater avec l'eau qui tombe sur les Pyrénées. Dans le Pays Basque, il pleut beaucoup. Et donc, on amène de l'eau, on a les roches qui contiennent de l'olivine et du pyroxène. Comme on est en profondeur, on est à la bonne température. Et en fait, on a là une usine à fabriquer de l'hydrogène aujourd'hui. D'accord. Ouais, je vois Voilà. Et donc, si on va sur l'image d'après, voilà. Et donc ici, on voit donc la même coupe. Là, on a mis donc la même masse bleue sur la coupe sismique. On l'a mis en vert en dessous parce que ces roches sont vertes. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a des lignes rouges. Ces lignes rouges correspondent à des grandes failles qui en fait connectent la surface où on a donc des champs, des prés, et puis la grande profondeur, à peu près donc ici 4 à 8 km de profondeur, où on a cette masse de roche qui est en fait énorme, qui fait qu'on a une quantité de fer quasi infinie. Et si ce système est alimenté naturellement en eau, naturellement, il produit de l'hydrogène. Et cet hydrogène, il remonte en surface. Et c'est ce que mon thésard Nicolas Lefebvre a trouvé, c'est-à-dire qu'en faisant des mesures de gaz de sol, aux endroits où on a ces grandes failles, donc on lit la carte géologique, on va chercher les endroits où on a ces failles, et on fait des mesures dans le sol tout autour de ces failles.
Et donc, il y a des endroits, on a eu jusqu'à plus de 1000 ppm d'hydrogène dans le sol. Trouver 1000 ppm... Donc, partie par million, hein, c'est ça, Voilà, ppm c'est pour... ça, voilà. Donc, trouver autant d'hydrogène dans le sol, c'est pas normal. Normalement, les bactéries devraient tout faire disparaître. Donc là, il y en a tellement qu'elles arrivent Oui, alors ça, je voulais vous en parler tout de suite. C'est arrivent vrai que c'était un des problèmes, une des critiques en tout cas que j'ai lues sur l'hydrogène, c'était justement à cause des bactéries que on dit, en fait, il y a peut-être de l'hydrogène dans le sol, mais en fait, dès qu'on va le bouger ou dès qu'on va essayer de l'extraire, de toute façon, il va se faire détruire par les bactéries. Ça, je sais pas trop s'il y a des études à ce niveau-là. C'est pour ça qu'il faut aller le chercher plus profond, là dans où les endroits très purs, oui. Là où il n'y a pas de bactéries. D'accord. Donc c'est un vrai problème, ça, en tout cas, le côté des bactéries. C'est pas un problème, c'est simplement une observation qu'on peut faire. C'est-à-dire que trouver de l'hydrogène en surface, c'est pas trop normal, parce que normalement, les bactéries ont fait leur boulot, l'ont mangé. Et là où on en trouve en surface... Par quel processus, d'ailleurs? C'est vrai que j'ai pas encore assez fouillé sur cette question-là. C'est un des processus qui a supporté sans doute l'émergence de la vie. C'est-à-dire qu'il y a, quand les premiers organismes sont apparus sur Terre, leur première source d'énergie, ça a été cet hydrogène de serpentinisation, le même qu'on regarde aujourd'hui. Donc en fait, on est en train de travailler avec des micro-organismes, des bactéries, mais il y a aussi des archées qui ne sont pas des bactéries, mais c'est des organismes unicellulaires, qui sont capables de manger l'hydrogène, et finalement, elles ne font que reproduire une fonction acquise il y a plusieurs milliards d'années par les premières formes de vie. Et l'hydrogène, en fait, c'est une molécule extrêmement simple et c'est la façon la plus facile de récupérer de l'énergie pour des organismes microscopiques. D'accord. Il y en a qui disent nos ancêtres avaient tout compris. Nos ancêtres, en tout cas, c'est à revenir à l'hydrogène. Les formes de vie primordiales dont on descend faisaient déjà ça avec l'hydrogène. Ouais. De toute façon, l'hydrogène, voilà, c'est un des éléments les plus simples finalement. Donc, il n'y a rien de très surprenant finalement à le trouver. Et en fait, il y avait dans l'atmosphère de la Terre, il y a plusieurs milliards d'années, il y avait beaucoup plus d'hydrogène qu'aujourd'hui. Puisqu'aujourd'hui, il y a tellement d'oxygène, l'oxygène empêche l'hydrogène d'exister dans l'atmosphère. Par toutes les réactions chimiques justement qu'il peut y avoir. D'oxydation. Alors d'ailleurs, j'en parlais tout de suite aussi, mais dans les hypothèses aussi de l'hydrogène, il y en a qui pouvaient se dire, après tout, comme je disais au tout début, que l'hydrogène c'est un peu la base dans l'univers. Donc typiquement, quand le Soleil s'est créé autour, il y avait justement tous les composés de base, en tout cas primaires, pour faire les planètes. Et il y en a qui se disent peut-être qu'il y a des poches d'hydrogène qui ont été capturées aussi par la Terre, directement dans le sous-sol, et qui pourraient être présentes aussi de cette époque-là, en fait, même pas créées à partir de processus. Je sais pas trop. Si, c'est juste. Il y a eu un travail très intéressant fait par Hervé Toulouat et Slavas Gonik, qui ont publié un papier sur l'hydrogène primordial de la planète. C'est-à-dire qu'au moment où la planète Terre se forme, elle incorpore de l'hydrogène gazeux à peu près dans toutes ses couches, donc y compris au plus profond de la Terre. Et la planète continue de dégazer cet hydrogène primordial qui date de sa création. Oui, parce que là on parle de 4 milliards et demi d'années, donc c'est sûr qu'il faut qu'il reste stable. Alors, une partie de cet hydrogène est piégée à grande profondeur sous forme d'hydrure de magnésium, par exemple. L'hydrogène n'est pas sous forme gaz, il est sous forme solide. Mais avec les mouvements de convection dans le manteau, il y a des moments où ces hydrures de magnésium vont être à moins grande profondeur, donc moins sous pression, et à ce moment-là, ils peuvent se décomposer et libérer leur hydrogène. D'accord. Bon, ça c'était juste, je trouvais ça intéressant aussi d'imaginer de trouver de l'hydrogène vraiment primordial. J'en ai pas parlé, dans les formes d'hydrogène. Il y a donc des collègues qui... Il faut une autre couleur pour celui-là. Non, c'est toujours de l'hydrogène blanc, c'est toujours du géohydrogène, l'hydrogène naturel. Mais il est pas fabriqué aujourd'hui, il a été capturé lors de la création de la planète. Alors, je voudrais tout de suite Tristessier, qui est un journaliste scientifique comme moi, qui dit que cet hydrogène ancestral pourrait délivrer des infos intéressantes sur les débuts du système solaire, ça c'est sûr. Mais là, il faudrait le trouver, celui-là. Alors, c'est compliqué parce que les signaux isotopiques de l'hydrogène se préservent pas très bien. Donc, on a fait un travail avec avec un autre avec les roches altérées, peut-être qu'il y aurait... Non, mais si vous regardez H2, il y a un moment, si vous voulez un traceur qui vous raconte une histoire, pour qu'un traceur vous raconte une histoire, il faut qu'il garde la mémoire de cette histoire. Oui. Donc le problème de l'hydrogène, c'est qu'il va en fait s'échanger avec l'hydrogène de l'eau. Et finalement, même si on a un hydrogène primordial, s'il se rééquilibre avec l'eau, par exemple, il va perdre son histoire ancestrale.
et donc on a des échanges isotopiques qui peuvent être plus ou moins rapides et qui font que le signal peut être perdu. Alors, une question de Sylvia. Bonjour. Si l'on mine de l'hydrogène, ne va-t-on pas avoir des problèmes de ressources à long terme? Ça aussi, c'est vrai que c'est pareil, c'est une question d'abondance, hein, mais comme on a avec le pétrole et le charbon. Est-il éthique de piller, alors ça, c'est est-il éthique de piller notre terre pour notre mode de vie? Mais ça, bon. Non, mais on peut tous disparaître. La Terre se portera très bien sans nous. Il n'y a pas de problème. Sûr, mais... Non, mais c'est vrai que oui, l'activité humaine nécessite, mais pas uniquement, les animaux ont aussi besoin d'énergie, ils mangent, et la nourriture c'est de l'énergie. Donc du moment qu'on est sur cette planète, on a besoin d'énergie. Et donc il faut trouver des sources d'énergie. Donc moi, mon rôle comme géologue, c'est de passer du pétrole et du gaz, ce que j'ai fait dans mon passé, et j'ai pas honte, parce que j'ai pas plus honte que chaque personne qui prend sa voiture le matin, parce que culpabiliser les pétroliers, c'est très bien, mais à condition de ne plus utiliser sa voiture. Sinon, il y a un petit problème de logique. Donc, alors, passons à une énergie propre, allons dans la transition énergétique. L'hydrogène est une forme d'énergie qui est propre, elle ne libère pas de CO2, elle ne libère pas de pollution. Il n'y a pas, avec tout un tas d'autres énergies, on a parlé du charbon qui crache aussi de la radioactivité, l'industrie nucléaire a des problématiques de radioactivité à gérer. Non, il n'y a pas d'activité humaine complètement, neutre. L'hydrogène est une forme, finalement, une des plus neutres possibles. Et trouver l'hydrogène que produit la Terre, c'est travailler sur une des formes d'énergie les plus neutres possibles. C'est ce qui. Oui, parce qu'après, derrière, il y aura forcément, ce ne sera pas neutre non plus à zéro. Il faudra faire toute l'infrastructure pour aller creuser, etc. Ça, forcément, ça. C'est ça. Alors, en fait, il y a des gens qui ont déjà fait ce type de calcul, c'est-à-dire qu'on regarde la consommation d'énergie pour faire le premier forage, pour les camions qui amènent le matériel sur place, pour les ouvriers qui prennent un bus pour aller de leur maison ou leur hôtel sur le chantier, etc. Donc on peut faire tout le bilan carbone lié à la production d'hydrogène. Une fois qu'on a commencé à en produire, on peut utiliser des camions qui travaillent à l'hydrogène, on peut faire les bus qui amènent les ouvriers viennent avec des bus à hydrogène, les sondeuses qui vont continuer à explorer le bloc d'exploration, la première a peut-être fonctionné au diesel, mais les suivantes peuvent travailler à l'hydrogène. Donc on peut arriver à avoir un cycle vertueux après un amorçage qui produit du CO2 pour ne travailler qu'avec de l'hydrogène. Et donc, on est autosuffisant en énergie, puisque l'ambition, c'est quand même d'en produire plus pour pouvoir l'exporter et l'utiliser pour d'autres usages. Si on en utilise 1% sur le chantier, mais pour avoir un chantier parfaitement propre, ça serait une réussite. D'accord. En tout cas, on nous disait que lors du bus, disait j'ai donc moins honte, je suis en vélo et pas électrique, et ce depuis 15 ans déjà. Bravo. Donc bon, c'est sûr, là, moi c'est bien. C'est pas de l'opposition, mais que peut-on dire face à des arguments de type l'extraction pollue, c'est une course insensée, il n'y a pas de transition énergétique? Non, mais c'est on en parle un peu. Comment dire comment veut-on vivre? Comment veut-on vivre? Est-ce qu'on est d'accord pour finalement vivre dans des cavernes non chauffées au bois, puisque le bois, ça fait du CO2, et revenir non pas à l'âge des cavernes, mais avant l'âge des cavernes, avant le feu? On peut revenir à une forme de civilisation qui est antérieure à la maîtrise du feu par l'homme. C'est peut-être un peu exagéré, j'aurais dire. Mais si on veut zéro émission, oui, zéro émission, ça bien sûr. Il faut être bien moins nombreux sur cette planète et ne même pas faire de feu. Et à ce moment-là, on aura un impact, le même impact que les chimpanzés sur la planète. C'est sûr. Mais si on est trop nombreux, attention, parce que nos matières fécales émettent du méthane, c'est pas bon non plus, etc. Non, mais pas trop de chimpanzés non plus. Si on pousse la logique absurde vers la décroissance absolue, le mieux, c'est on supprime l'humanité, il n'y a plus de problème de pollution liée aux hommes. Alors, donc, moi, c'est pas ma position. Moi, je trouve que c'est des discours extrémistes qui n'ont aucun sens, finalement. Je trouve... Vous êtes plutôt anti-décroissant dans votre... Non, mais moi, je suis pas anti-décroissant. Pas anti-décroissant, mais en tout cas, voilà, dans une mentalité... Moi, je suis dans une mentalité où gaspiller l'énergie, c'est débile. Les hydrocarbures, par exemple, sont beaucoup plus intéressants à être utilisés pour faire de la chimie spécialité, c'est-à-dire faire des molécules chimiques complexes qui peuvent être utilisées dans des plastiques, qui peuvent être utilisées dans des médicaments. Et cette ressource de molécules complexes, elle est bien plus intéressante à être valorisée par la chimie que brûler du pétrole dans une centrale thermique. Ça, c'est débile. Oui.
Donc, essayer de Je vois. remplacer des centrales thermiques qui vous brûlent du pétrole, ça existe encore en Corse, ça existe encore dans un certain nombre d'îles où ils n'ont pas d'autre solution, c'est soit le charbon, soit le Hmm. pétrole pour faire fonctionner la centrale électrique. Essayons de remplacer ces sources d'énergie très polluantes qui gaspillent une ressource dont on pourrait faire autre chose par d'autres formes d'énergie, Hmm. le renouvelable, comment dire, de l'électricité d'origine nucléaire Hmm. et l'hydrogène naturel. Ça, c'est, voilà. Oui. Donc, en fait, moi, je suis plutôt sur une position, c'est limitons les gaspillages, Hmm. essayons d'avoir toujours une énergie abondante, parce que l'énergie abondante, c'est ce qui permet finalement à limiter la pauvreté, hein, puisqu'on a une économie Hmm. qui fonctionne mieux, ça limite quand même la pauvreté. Chaque fois qu'on a des pénuries énergétiques autour des civilisations, on s'aperçoit que la pauvreté augmente. L'énergie Oui. abondante et moins chère, c'est une source comment dire, de bien-être pour l'ensemble de la Hmm. population. Ça va être tout le problème, mais ça, c'est un problème sociétal. Oui. Sur le Exactement. côté, Voilà. avoir moins d'énergie à disposition, on sait bien que ça se fait pas sans casse, en tout cas, dans tous les cas. Je reprenais. Alors, c'est vrai qu'il y a une question un peu physique, mais c'est vrai que j'ai une idée de la réponse, mais je vous laisse la dire. Mais Protodos, donc il disait l'eau étant un gaz à fort effet de serre, est-ce que ce serait réellement propre de consommer de l'hydrogène et de le relarguer directement sous forme d'humidité? Parce qu'effectivement, la vapeur d'eau, c'est Oui, alors il y a un quand très même fort gaz à effet de un serre. petit truc qui régule la quantité de vapeur d'eau dans Hmm. l'atmosphère, c'est qu'il Ouais. pleut. Voilà, c'est Donc ça. quand il y a trop de vapeur d'eau dans l'atmosphère, il pleut. En fait, localement, il y aura un effet de serre, mais du coup, ils Non, sont mais en voilà. fait, l'effet de serre lié au nuage, il est régulé naturellement Hmm. par le fait que, comment dire, rapidement, l'eau retombe sur Terre. Et Oui. c'est le cycle de l'eau. Donc les nuages, la vapeur d'eau, c'est pas un problème d'effet de serre. Ça contribue à l'effet de serre global, mais il n'y a pas d'excès d'effet de Hmm. serre lié à la vapeur d'eau. Oui, d'accord. Le CO2 dans l'atmosphère qu'on émet à grande quantité aujourd'hui avec toutes les infrastructures qui envoient, Là, c'est pas pareil. ben Ouais. lui, le problème Lui, il reste. c'est qu'il reste, il a une durée de vie dans l'atmosphère qui est supérieure à la vapeur d'eau, et ensuite Hmm. il est capturé par les océans, il se dissout dans l'eau des océans, il réagit avec Hmm. les roches pour faire des carbonates, et Oui. donc les hautes montagnes favorisent la consommation de CO2. L'Himalaya, l'Himalaya, c'est ce qui a provoqué les glaciations, parce que l'Himalaya en altitude a tellement consommé de CO2 dans l'atmosphère que Hmm. finalement on a appauvri l'atmosphère en CO2 et on a refroidi la planète. D'accord. Hmm. Et C'est vrai. donc quand il y a des roches silicatées riches en calcium dans les chaînes de montagne qui sont finalement disponibles, broyées par l'érosion, ça permet Hmm. de les transformer des silicates de calcium en carbonate de calcium et on stocke du CO2. Ça, c'est le D'accord. processus qui élimine du CO2 naturellement de l'atmosphère. Le Hmm. problème, c'est qu'aujourd'hui, on brûle tellement de charbon et du pétrole et du gaz à une si grande vitesse que la planète n'arrive pas à s'ajuster et à Oui, consommer naturellement le CO2 qu'on émet dans l'atmosphère. c'est sûr. D'accord. Alors, j'en prenais quelques questions. Il y avait une question de Splagada, mais j'ai un peu de mal à la comprendre. Je reviens à une question annexe. Existe-t-il un moyen technologique ou une idée de procédé que l'Islande, toute seule, avec un procédé chimique, puisse survenir à tous les besoins? Alors, j'ai un peu de mal à comprendre la question. Alors, il y a un projet en Islande qui s'appelle CarbFix, qui vise à Mhm. injecter du CO2 dans les basaltes islandais et pour faire la réaction que je viens de vous décrire, c'est-à-dire que le basalte Pour l'hydrogène, oui, du coup. non, Mhm. non, 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 Ou pour... pour le carbone. Ah, pour le carbone, oui, d'accord. C'est-à-dire que les basaltes contiennent des silicates de calcium qui peuvent réagir avec le CO2 pour faire des carbonates de Mhm. calcium. Et donc, Ah on oui. stocke le CO2 sous forme solide, sous forme Mhm. minérale. C'est la minéralisation du carbone. Alors, une question de Damien Clem. Alors, tout à l'heure, on parlait effectivement de la réaction enfin, envoyer de l'eau, de la vapeur d'eau, en tout cas dans l'air. Mais effectivement, qu'est-ce que ça peut faire d'envoyer plus d'hydrogène aussi, plus d'hydrogène, imaginons s'il y a plus de... Alors, l'idée, c'est d'éviter les fuites, on est bien d'accord, Ouais, puisque toutes les fuites, c'est du gaspillage. c'est Donc, sûr. il nous faut des technologies, des tuyaux, des pipes qui Hmm. limitent ces fuites, qui sont en plus, si on veut vendre de l'hydrogène, le perdre dans l'atmosphère, c'est un peu bête. Euh, donc, euh, euh, donc voilà, alors après l'hydrogène, il a une période dans l'atmosphère où il va réagir avec un certain nombre de composants. Et donc c'est à l'étude aujourd'hui pour voir quels seraient les impacts
de perte d'hydrogène liées à l'exploitation de l'hydrogène. Comme on a aujourd'hui les puits pétroliers qui crachent du méthane dans l'atmosphère, il vaut mieux, si on ne sait pas quoi faire, le méthane aujourd'hui dans un champ pétrolier, on le réinjecte dans le champ profond. De façon, si on ne peut pas l'utiliser et on ne peut pas l'injecter dans un gazoduc ou on ne peut pas le liquéfier pour faire du gaz naturel liquéfié. Mais parce qu'autrefois, les gens torchaient le méthane et on émettait donc torcher, c'est vraiment le brûler. Le brûler pour faire du CO2. Ça, c'est mieux que d'injecter directement le méthane dans l'atmosphère, puisque le méthane a un effet sur les gaz à effet de serre bien supérieur au CO2. Donc, alors l'hydrogène, il y a un risque de perte d'hydrogène dans l'atmosphère. Alors, il faut bien comprendre qu'avant que l'on ait mis en place une industrie de l'hydrogène naturel qui ait un impact sur la chimie de l'atmosphère, il faut qu'on en trouve vraiment beaucoup, ce qui sera un succès énormément, et qu'en plus, on soit très mauvais en termes de fuite. Donc, ça fait un certain nombre de conditions où on en est encore très, très loin. L'hydrogène va réagir avec certains composants dans la haute atmosphère, il peut réagir avec l'ozone par exemple, il peut faire des choses. Mais aujourd'hui, la planète injecte des quantités massives d'hydrogène dans l'atmosphère. Donc notre atmosphère est déjà en équilibre thermodynamique avec les émissions naturelles d'hydrogène de la planète. Donc, un des enjeux qu'on a aujourd'hui en termes de recherche, c'est de quantifier ce qui est perdu en hydrogène dans l'atmosphère. On ne le sait pas très bien, il y a des bilans qui peuvent être faits, justement sur tout ce qui est perdu au niveau des rides médio-océaniques, au niveau des grands volcans. L'Etna, par exemple, crache de l'hydrogène dans l'atmosphère. Donc cet hydrogène va réagir avec certaines molécules de l'atmosphère et donc et avec l'oxygène de l'air en particulier. Bon, c'est mieux s'il y a beaucoup d'humidité. Les réactions se font mieux dans un milieu très humide. Mais quand il y a les deux gaz sont secs, ils ne réagissent pas entre eux. Mais quand ils ne réagissent pas entre eux, l'hydrogène finalement ne fait rien en termes de risque. Et ce n'est pas un gaz à effet de serre. Oui, d'accord. C'était surtout ça, du coup. C'est plutôt la crainte. Il réagit avec certaines molécules dans l'atmosphère qui peuvent être utiles pour d'autres choses. Mais disons quand même, il faudra faire attention à surveiller, vu que si jamais imaginons que ça prenne vraiment, que ce soit vraiment quelque chose qui se devienne industriel à l'échelle mondiale, là, il faudra forcément suivre avec attention. C'est déjà dans nos préoccupations, dans les études qui sont faites par la communauté scientifique. Donc il y a déjà des gens qui essayent de quantifier ça. D'accord. Alors je prenais des questions aussi qui étaient posées. Alors j'ai un Discord aussi qui permet d'ailleurs je mets le lien tout de suite sur sur l'image. Mais pour ceux que ça intéresse, donc voilà, vous pouvez poser des questions pour ceux qui peuvent pas être là. Donc là il y avait Chérozen qui avait posé une question assez amusante. Il voulait vous poser en fait finalement que vous-même vous essayez de donner les défauts de l'hydrogène. Si vous étiez un peu imaginez que vous êtes un peu contre, en tout cas, qu'est-ce que ce serait pour vous les défauts Alors, si c'est utilisé par des amateurs, c'est un gaz dangereux. Il explose, il brûle. Donc, ça demande des gens qui ont l'habitude de manipuler des produits inflammables et explosifs. Voilà, donc il faut éviter de confier ce genre de molécules et ce genre de projets à des amateurs. Ensuite, des mauvais usages de l'hydrogène, j'en vois pas beaucoup. C'est quand même une molécule. Alors, je voyais tout à l'heure quelqu'un qui disait c'est tellement petit que justement c'est difficile d'avoir des bons joints, etc., ou résister à des températures, en tout cas. Alors, et très, je sais que c'est aussi une molécule qui bouge beaucoup. Si on utilise les matériaux qu'on utilise pour le gaz naturel aujourd'hui, on n'aura pas de bons résultats. Donc effectivement, mais il y a des défis quand même derrière. Il y a des défis, mais qui sont déjà maîtrisés. C'est-à-dire que l'hydrogène, c'est quand même pas une molécule nouvelle. On l'utilise depuis, je sais pas moi, des dizaines d'années. Et je dirais depuis Lavoisier qui l'a découvert avant la Révolution française, c'est une molécule, c'est pas nouveau l'hydrogène, c'est plus de 200 ans de technologie. Donc, alors effectivement, tous les matériaux ne sont pas aptes à travailler avec l'hydrogène. Il y a des gens qui voudraient réutiliser les gazoducs actuels pour injecter de l'hydrogène pur dedans. Ça pose des problèmes parce que l'hydrogène va faire vieillir les aciers, va fuir au niveau de certains joints, etc. Donc là, on ne peut pas réutiliser l'infrastructure actuelle. On ne peut pas la réutiliser
comme ça, sans y réfléchir, sans renforcer certains endroits, il faut repenser les usages. Voilà. Mais sinon, il n'y a pas beaucoup de défauts parce que c'est très énergétique. Quand vous le brûlez ou que vous l'utilisez dans une pile à combustible, vous faites de l'eau, de l'eau pure. L'eau pure, c'est quand même pas très dangereux comme produit. Voilà, donc il y a, je dirais, vraiment peu d'ennuis avec ça par rapport à toutes les autres formes d'énergie. C'est une des plus propres possibles. C'est d'où l'enjeu d'arriver à en produire beaucoup pour remplacer les autres formes d'énergie qui sont sales. Et du coup, surtout d'en trouver beaucoup, on dirait. Voilà. C'est surtout ça toujours le problème. C'est ça. Mais ça, vous dites donc actuellement, en tout cas, si on met un peu le point final là-dessus, ce serait que voilà, on n'est pas sûr encore c'est encore en cours finalement. Il va falloir creuser pour savoir s'il y a finalement des stocks d'hydrogène en fonction de suppositions. Pour l'instant, on n'a pas de données fiables. En tout cas, sur là, il y a beaucoup d'hydrogène. Voilà, donc il y a un enjeu d'investissement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, faire un puits aux profondeurs nécessaires pour en trouver des quantités importantes, il faut aller forer assez profond. Donc c'est quel ordre de grandeur, par exemple? Donc un puits à 4 km, ça coûte 25 millions d'euros. Oui. Sans garantie, du coup. Et si vous voulez aller chercher l'hydrogène qu'on a vu dans les Pyrénées à 8 km, donc c'est un puits qui va monter à 70-80 millions d'euros. Ah oui. C'est quand même... Alors, le puits à cette profondeur, lui, il a plus de chances de trouver de l'hydrogène que des puits moins profonds, parce qu'on va aller forer directement là où l'hydrogène est produit. Oui, d'accord. Donc, il est plus cher, mais il est moins risqué. Mais en termes de... Vous dites 80 millions d'euros, par exemple, pour le puits à 8 km dans les Pyrénées, mais ce serait quoi le gain derrière, finalement? L'estimation de gain financier l'idée, c'est de rembourser le puits, d'abord, et puis ensuite... comme vous si c'est juste rembourser le puits, c'est pas... et qu'ensuite, comme vous êtes sur une source quasi infinie de fer ferreux, avec ce massif de roches qui en contient des millions de tonnes, l'idée, c'est que vous avez un puits qui produit l'hydrogène peut-être pour toujours. Qui soit renouvelable. Exactement. Donc, c'est pas renouvelable comme le solaire éolien, mais c'est un processus qui est renouvelable. C'est le même enjeu, c'est-à-dire que du moment que la roche est alimentée en eau, elle va produire de l'hydrogène pour toujours. D'accord, oui. Au final, oui, même le pétrole, on peut dire que c'est renouvelable parce que c'était juste de la dégradation de sédiments, mais sauf que là, c'était sur un temps très long. Des ségelles de temps plus longues, oui. Parce que c'est ça que je me demandais, oui, j'ai pas vu encore l'information, mais on dit que c'est renouvelable, mais à quel ordre de temporalité en tout cas? Alors, ça réagit relativement vite. Donc, mon étudiant qui fait des expériences au laboratoire, on met de l'olivine en poudre dans un réacteur avec de l'eau, et au bout de 15 jours, on commence à fabriquer l'hydrogène. D'accord, c'est assez rapide quand même. Donc, il y a une barrière de nucléation, c'est-à-dire qu'il y a une barrière énergétique pour démarrer la réaction. Et on a des idées pour amorcer ça plus vite. Et donc, une fois qu'on a dépassé cette barrière énergétique, la machine à produire l'hydrogène se met en route et ça produit. D'accord. Jusqu'à avoir consommé tout le fer ferreux qu'il y a dans l'olivine. Alors, il y avait aussi une remarque de Sparky, c'était plus par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure en termes de les risques de fuite d'hydrogène. Lui disait qu'en tout cas que ça empêche la dégradation rapide du méthane et donc ça aggraverait aussi le réchauffement climatique à cause du méthane qui est déjà dans l'atmosphère. Ça aussi, c'est un des risques du coup qui est surveillé alors. Voilà, si on cherche des défauts, il y a celui-là. Oui, d'accord. Mais l'idée, c'est de. Voilà, on cherche un peu les défauts. Non, mais l'idée, c'est d'en perdre le moins possible. Donc, d'avoir des choses, une exploitation sûre et des réservoirs étanches, des pipes étanches, des tuyaux étanches et un usage qui soit. Voilà. Mais quand sur votre cuisinière, vous perdez du méthane parce que vous ne le brûlez pas, vous avez un résultat qui est pire que l'hydrogène. Oui, du coup. Et du coup, si on mélange les deux, ça va faire encore bien. Mais de toute façon, oui, pour rappel, voilà, quand on dit hydrogène, un moteur à hydrogène, il n'y a pas d'hydrogène qui ressort. Oui, un moteur à hydrogène qui est bien conçu, il crache de l'eau. Voilà. Dois-je investir dans les actions hydrogène de France qui sont très belles. Bref. C'est pas forcément une mauvaise idée, mais je suis pas conseiller financier. Oui, c'est ça. Mais il faut investir. Dans la géochimie. Non, mais vous pouvez investir dans mon entreprise, ça m'intéresse. C'est ça, voilà. N'hésitez pas, il vous donnera un RIB après. Bientôt. Si. Alors apparemment, oui, Damien Clem disait, voilà, est-ce que ça produirait aussi vite qu'on consomme? Et j'imagine que là c'était plus pour le forage, donc vous dites au bout de 15 jours, donc il y aurait quand même, voilà, on ne pourra pas forcément non plus pomper tout l'hydrogène, et il faudrait peut-être faire un peu par cycle pour... Comment ça marcherait justement imaginons qu'on a un puits d'hydrogène,
Est-ce qu'il faut qu'il y ait un certain taux d'hydrogène dedans pour que ça se renouvelle quand même, ou est-ce que même à vide, ça peut faire... c'est juste des réactions avec la roche, en fait? C'est plutôt l'idée, oui, oui, oui. Non, mais C'est en juste, fait, oui, alors d'accord. les schémas d'exploitation, on les connaît pas encore, hein. Hmm. Donc, à quelle pression on va trouver l'hydrogène après avoir foré? En combien de temps, Oui, si ça se renouvelle, en combien de temps ça se renouvelle? Tout ça, on va l'apprendre en faisant des trous, hein. Donc, oui, je suis pas cartomancienne et je ne c'est ça. prédis pas l'avenir. C'est vrai. Et Un donc, peu il y a pas des tas de choses. cartographe, mais... Voilà, on a les méthodes, on a beaucoup de méthodes Hmm. grâce à la communauté des géosciences qui travaille depuis comment dire, des siècles aujourd'hui. Donc, il y a Hmm. une connaissance accumulée qui est énorme, mais qu'il faut maintenant adapter à cette nouvelle molécule. Donc, on a une transition à faire, une adaptation de nos savoirs donc à l'hydrogène, et on va apprendre en faisant. Et avant de- D'accord. Il y avait des gens, justement, Damien Clem, qui disaient il y aura peut-être des puits en jachère, en tout cas. On verra en fonction, justement. De tout ça. Les puits qui ne marcheront pas, on les rebouche. Oui, en plus, oui. Enfin, jachère, j'imagine, c'était plus le temps qui se recharge naturellement aussi, si on Alors, épuisait trop ouais, vite. ça dépendra des législations, parce que parfois, si votre puits produit plus rien, vous n'avez pas le droit de le laisser comme ça, en Hmm. disant j'attends, et puis quand il sera nouveau plein, je recommence. Ça serait bien, mais Oui. ça dépend des législations des pays. Hmm. Vous ne pouvez pas laisser en sommeil un puits, il doit produire ou être bouché. Oui, d'accord. Il y avait une question aussi intéressante de Proto. Alors là, pareil, ça revient toujours à la même question centrale de combien est-ce qu'il y en a. Mais est-ce que vous pensez que la France, par exemple, pourrait être souveraine énergétiquement grâce à l'hydrogène? Mais là, ça... Écoutez, je ne suis pas cartomancienne, de nouveau. oui, mais bon, Si on regarde la production d'hydrocarbures en France, donc le gisement de lac a été trouvé après la Seconde Guerre mondiale, et pendant à peu près 50 ans, il a produit 50% des besoins de gaz de la France. hmm. Tant que vous ne l'avez pas découvert et tant que vous n'avez pas estimé le volume qu'il y a dans le réservoir, vous ne savez pas ça. Hmm. Et puis une fois que vous avez pu faire vos estimations de volume de gaz et vous commencez à produire votre gaz, et ça s'apprend sur la durée de vie du champ, eh bien, vous arrivez à avoir une idée de la durée de vie de votre champ pétrolier, combien de temps il va vous faire fournir donc votre ressource. L'hydrogène, c'est pareil. Tant qu'on n'a pas Hmm. foré, tant qu'on ne connaît pas le volume disponible, on ne peut pas faire de Faudra voir. Ouais. on peut pas faire de projection. Donc, Hmm. en fait, je dirais, beaucoup de gens s'interrogent sur quels sont les volumes, combien ça va faire, etc. Je ne sais pas Hmm. répondre à ces questions et Oui. je ne vais pas y répondre. Moi, mon rôle, c'est d'en trouver et ensuite d'estimer les volumes. Et une fois qu'on aura ces informations, on pourra répondre à ces questions. Il y a des questions Hmm. qui sont prématurées, elles sont naturelles, hein. Je ne Hmm. dis pas que les gens C'est sûr. posent des mauvaises questions. C'est une bonne question. Hmm. Mais pour y répondre, il faut forer. Il faudra, ouais. Il n'y a pas d'autres méthodes d'ailleurs d'analyse Non. pour. Non, c'est vraiment si complexe que ça pour. Alors, il y a des idées sur comment, à partir de l'imagerie sismique, on pourrait arriver à repérer un signal de roches poreuses riches en hydrogène. Hmm. Peut-être que les roches poreuses qui sont saturées en eau n'ont pas le même signal sismique que des roches poreuses saturées en Hmm. hydrogène. Oui, Donc par j'ai exemple. des collègues géophysiciens qui ont envie de travailler sur ce sujet. Je vais Ce serait quand même mieux plutôt que de payer, voilà, de perdre 80 millions pour Non, mais on ne perd pas à creuser 80 mauvais endroit. millions. C'est un investissement dans l'industrie. Ah oui, mais imaginons qu'il n'y ait rien après Eh derrière. ben, Pas mais en fait, le problème, c'est pas d'en faire un, le problème, c'est d'en faire 20. Oui, Sur les c'est 20, sûr. il y en aura un qui sera bon, et à ce moment-là, on saura comment faire pour que les autres soient meilleurs. Et si les vins Eh ben, on arrête. sont vides? Oui, là, voilà. Là, au moins, on saura alors. Pourquoi 20 du coup? Parce que c'est vrai que je crois que je l'avais même lu dans l'article d'Epsilon, le chiffre de 20. C'est Mais... mon idée. Oui, C'est-à-dire d'accord. que s'il y a 20 échecs, les investisseurs vont être auront moins envie de dépenser autant d'argent. Ouais, d'accord. Mais, Alors, il y avait une question aussi de Splagada, ça peut voilà, intéresser. le Mali est positif. Donc, Oui, si on c'est vrai arrive qu'il à y a mettre des en trucs. exploitation le Mali, ce qui n'est pas encore gagné, à ce moment-là, on aura un résultat positif qui entraînera une industrie. Il y a une entreprise française qui s'appelle 45-8 Énergie, donc mon ami Nicolas Pellissier. Ils ont fait récemment un post là sur LinkedIn. Ils disent qu'au Kosovo, ils ont un puits qui crache de l'hydrogène, qui en crache suffisamment pour qu'ils puissent imaginer un avenir économique derrière. Voilà, ça, c'est des résultats qui sont positifs. Donc, alors, on peut espérer avoir un certain nombre de résultats, parce que là, en ce moment, on a beaucoup de gens qui cherchent de l'hydrogène aujourd'hui.
il y a quelqu'un sur cette planète qui va montrer qu'il a des résultats économiquement viables. Je vous ai parlé de l'Islande. L'Islande, l'hydrogène qui est dans les puits géothermaux, si on le récupère, c'est déjà économique. On peut gagner de l'argent avec ça. Le Mali, je pense, a une composante économique aujourd'hui. Le Kosovo, de mon ami Nicolas Pellissier de 45 Week Energy, va être quelque chose d'économique. En Australie, il y a 32 ou plus licences d'exploration pour l'hydrogène. Sur les 32, il y Ça se multiplie en tout cas, oui, quelques-unes c'est pour ça en qui ce vont être moment. bonnes. Et ces gens qui auront réussi à trouver des ressources économiques avec un système qui sera économiquement viable vont entraîner l'économie derrière. On va apprendre beaucoup de choses grâce aux premières exploitations. On va pouvoir apprendre comment faire. Et justement, on va pouvoir commencer à répondre aux questions que tout le monde se pose. Est-ce que ça va être utile dans la transition énergétique? Est-ce que c'est anecdotique? Est-ce que ça sera tout petit et que ça ne sert à rien? Ou est-ce que des gens vont gagner de l'argent avec ça et vont remplacer des énergies sales par une énergie propre? Dans tous les cas, de toute façon, toute aide sera déjà bienvenue, vu la situation actuelle où on cherche un peu. C'est vraiment l'idée. D'accord. Donc oui, je reprenais la question de Plagada, en tout cas, qui posait à quel point votre recherche est bloquée, entre guillemets, par les régulations ou des lois peut-être archaïques. Et si oui, lesquelles? Alors je dirais, pour l'instant, moi je ne sens pas tellement de blocage. On manque un peu dans nos universités et dans les projets de recherche, on manque d'argent. Il faudrait qu'on ait un peu plus d'argent public fléché sur l'hydrogène naturel. Voilà, donc, mais en rendant plus populaire ce sujet, on va aider les gens qui montent les grands programmes de recherche, par exemple les programmes européens sur l'hydrogène. Aujourd'hui, ils ne mentionnent pas encore l'hydrogène naturel. Mais on fait du lobbying avec toute ma communauté de l'hydrogène naturel pour arriver à ce qu'on ait des lignes de crédit hydrogène naturel dans les projets européens de recherche d'hydrogène. Donc sur toutes les formes d'hydrogène, il faut que l'hydrogène naturel soit une forme à part entière et qui draine des crédits suffisants pour comprendre, continuer à rechercher, avoir une meilleure compréhension de ce que c'est. Le département de l'énergie aux États-Unis vient de lancer un gros programme autour de l'hydrogène naturel. J'assure un certain conseil auprès d'eux et de façon à orienter des fonds de recherche américains sur ce sujet. Et donc, ils sont en train de lancer des choses là-dessus. Alors, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on a, en Europe, été très précurseur dans cette affaire et qu'on a du mal à mobiliser des fonds publics sur cette affaire. On arrive presque plus facilement à mobiliser des fonds privés que des fonds publics. Mais on a besoin de fonds publics pour de la recherche fondamentale, pour développer des outils, de façon à accélérer et à mieux utiliser l'argent privé qui, lui, s'investit dans l'exploration et industrielle. Mais on peut faire de l'exploration industrielle sans rien comprendre. C'est mieux si on a compris, on ira plus vite au bon endroit. Et surtout, moi, je vous ai parlé de si on a 20 échecs avec des investissements privés, les gens vont être plus frileux pour investir. Et si on a fait ces puits trop vite en n'ayant pas compris où il faut les faire, on les fait à un endroit qui n'est pas adapté, au final, on gaspille de l'argent. Ça va juste desservir. Voilà. Et peut-être qu'avec de l'argent public qui nous aide à orienter les investisseurs privés pour aller au bon endroit, et qu'on a des taux de succès élevés, à ce moment-là, on arrivera à lancer cette industrie. Un des blocages, ça peut être le nombre d'échecs, parce qu'on a foré au mauvais endroit. Oui, ça c'est un des blocages plus dans l'esprit, en tout cas, des grands pétroliers. Il y a des blocages institutionnels, c'était une question. Il faut que les codes miniers, donc la loi minière des pays, s'adaptent à cette ressource. Donc la loi française a changé l'année dernière, il y a à peu près un an maintenant. Et ça a été intégré, je crois. Voilà, donc un certain nombre de gens de notre communauté ont travaillé avec le Parlement français pour que on puisse prendre des licences d'exploration en hydrogène en France. Mais ça n'existe pas en Espagne. J'ai des collègues espagnols qui sont bloqués dans leurs investissements parce que l'hydrogène n'est pas encore dans la législation des mines, donc on ne peut pas prendre de concessions pour chercher de l'hydrogène en Espagne. Il y a des possibilités dans d'autres pays comme la Suisse, l'Autriche, l'Allemagne, la Roumanie, la Norvège
Et c'est un peu partout finalement. voilà, En fait. exactement. Là où on a les roches que j'ai décrites au début de l'interview, et en fait elles sont assez bien répandues. Donc voilà. Donc, mais pour arriver à faire une exploitation industrielle, il faut qu'on ait la permission, donc qu'on puisse prendre des permis d'exploration. Et donc il faut que les lois changent. Donc ça fait partie aussi de mon travail d'essayer de pousser les gouvernements à changer les lois de façon à ce que l'hydrogène soit ajouté dans la liste des matières que l'on peut rechercher. Alors, je reprends sur le sujet, en tout cas, deux petites questions qui étaient passées au milieu et qui en parlaient un peu. Il y avait aussi déjà comment est-ce que selon vous la France se situe à l'international sur la question de l'hydrogène naturel et en termes de position justement, et c'est lié, mais vous avez parlé en tout cas d'une augmentation bénéfique potentielle par l'argent des moyens universitaires. Est-ce que voilà, on vous demande en tout cas de préciser l'idée d'ordre de grandeur, est-ce que c'est genre 50%, est-ce que c'est 2 fois plus, 10 fois plus? Non, mais plus d'argent, plus on me donnera d'argent, plus je ferai de la bonne recherche. Donc c'est sûr. S'il y a des gens qui ont envie d'investir dans ma recherche, j'ai juste besoin de 1 million, ça serait bien, 2, ça serait mieux. Et commencez, si vous avez de l'argent. Voilà, ils peuvent me contacter, il n'y a pas de problème. Alors, oui, il y a ces besoins de financement et d'orienter, de flécher dans les programmes de recherche de l'argent vers ces sujets. La France, quelle est sa position? On est plutôt leader, c'est-à-dire que sur l'hydrogène naturel, si on regarde le taux de publication dans tous les pays, la France est vraiment en avance. Il y a, avec des pionniers qui sont mes collègues de l'Institut français du pétrole, Alain Prinzhofer, Éric Deville, Isabelle Moretti, ce sont des gens qui ont eu l'intuition que l'hydrogène naturel, ça pouvait donc être un sujet qui allait émerger. Donc, il y a un certain nombre d'universités, donc l'université de Pau, l'université de Montpellier, l'université de Grenoble, avec l'équipe là, du professeur Truche, par exemple, avec qui j'ai beaucoup travaillé. Moi, je travaille aussi avec l'université de Lyon, avec Muriel Andréani, donc à Montpellier, Marguerite Godard. Voilà. En cherchant sur le sujet, j'avais trouvé beaucoup de noms, effectivement. Il y a des gens à l'Institut de physique de Globe de Paris qui ont fait des choses remarquables aussi sur ce sujet. Il y a une équipe à laquelle appartient mon ancien postdoc Florian Osselin, dont on a parlé tout à l'heure. Ils sont à Orléans. Donc il y a un écosystème français qui travaille sur ce sujet de l'hydrogène naturel, qui est tout à fait remarquable, tout à fait exceptionnel. Et donc on a de l'avance en termes de compréhension et de recherche. D'accord. Voilà, donc par rapport à d'autres pays européens, on est plutôt très bien positionné en France. Okay. Mais il y a des bons chercheurs aux États-Unis, il y a des gens qui regardent ces choses-là au Japon également. Donc il y a des équipes au Brésil qui se développent. C'est un sujet qui, en ce moment, attire beaucoup de chercheurs et qui comprennent l'enjeu qu'il y a à trouver ces choses-là. Je travaille donc avec des équipes aussi en Allemagne. Donc donc il y a un vrai engouement pour le sujet. Et donc ça veut dire qu'il y a des bonnes idées qui vont émerger et qui vont favoriser les découvertes. D'accord. Une bonne idée, elle n'est jamais dans un seul cerveau. Elle émerge souvent dans plusieurs cerveaux indépendants au même moment. C'est un phénomène assez curieux, et des gens qui sont indépendants et qui arrivent à la même conclusion au même moment. Oui, là en tout cas on voit que ça émerge depuis pas mal de temps. Donc il faut être... tout à fait d'accord, dit en tout cas. Donc je salue tous mes et Laure Dubus dit par contre qu'il regarde ses poches vides. Oui. Donc en tout cas voilà, ce sera en tout cas pour ceux qui suivent, ils seront peut-être en train de regarder en replay ou sur podcast. Voilà, donc si vous avez d'autres questions, parce que c'est vrai qu'on s'était donné de toute façon 18h30 comme dernier délai, mais je pense qu'on a pas mal fait le tour. Moi en tout cas j'ai eu pas mal de réponses aux questions que j'avais en tête. On vous dit merci en tout cas, Splagada dit merci pour toutes ces réponses. Donc... merci à tous pour l'attention et l'intérêt pour le sujet. Je me dis en tout cas que c'était très intéressant, donc voilà, très bien, ça a fait plaisir. Il y avait une dernière question quand même de Protodols, on va prendre la dernière. Que pensez-vous de la conversion en hydrogène pour stocker l'électricité? C'était une question peut-être au début, mais alors... Oui, on en a parlé, c'est que c'est bien, mais il y a toujours une problématique de rendement. C'est-à-dire qu'une partie de l'électricité est gaspillée finalement dans toutes les étapes où on a besoin d'une partie de l'énergie pour transformer une forme d'énergie en une autre. Et ce qui fait qu'on perd quand même beaucoup
d'énergie électrique dans cette modification, dans cette transformation. C'est vrai que c'est quelle idée de rendement, effectivement? On avait dit 20%, je crois qu'il reste 20% de l'énergie initiale quand on a fait toutes les étapes, c'est-à-dire conversion de l'hydrogène, puis retransformation de l'hydrogène en électricité. Donc il y a toutes les conversions, le stockage, la batterie, tout ça consomme de l'énergie, et à la fin on en perd une grande partie. Oui. Voilà, c'est pour ça. Donc c'est très mauvais, effectivement, ce qu'il dit. C'est pas très mauvais, c'est ce qu'on peut faire, mais il faut être conscient que transformer l'électricité en hydrogène, si on peut éviter, c'est mieux. D'où l'idée d'en trouver qui est déjà fait par la nature. Parce que typiquement, par exemple, quelle est votre opinion sur quand on parlait les avions à hydrogène, mais qui seraient faits à partir justement de rendements aussi mauvais? Ah non, un avion à hydrogène, c'est plutôt une bonne idée, parce que finalement, l'hydrogène, c'est aussi de l'énergie compacte. Donc, un avion, il cherche à avoir un petit volume avec beaucoup d'énergie pour son carburant. C'est pour ça que le kérosène, c'est hyper intéressant. Sûr, mais l'hydrogène, ça pourrait être un bon vecteur pour les avions. Bon, bref. En tout cas, voilà, on vous souhaite en tout cas bon courage donc, pour les études futures. Peut-être qu'on en reparlera un jour. Oui, j'espère. Moi, j'espère. Donc, on avait parlé un petit peu avant peut-être des articles. Bon, peut-être que nous, on se reparlera en tout cas d'ici là. Avec volontiers. En tout cas, merci du format et de l'invitation. Bon, j'espère que ça vous a plu, cette découverte de Twitch. Il y a pas mal de questions au moins. Donc je vais essayer de me revoir, ce qui est souvent, pas oui, très... ça, moi, on n'aime pas trop, mais... ça me fait bizarre aussi. Voilà. Mais bon. Merci, merci soirée. Merci encore. Merci et bonsoir à tous. Bonne soirée encore à vous. Au revoir, merci encore. Au revoir.